Bienvenue au podcast En vente libre, un podcast où on rend l'information en santé à portée de main. On est les Gabrielle au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. Puis on est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, on reçoit notre invitée qui est Emma Ferreira. Je vais laisser Gabrielle vous parler un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui avec elle. Oui, donc en fait, Emma Ferreira, c'est tout d'abord une pharmacienne. Elle est aussi professeure de clinique à l'Université de Montréal. Donc, elle nous a enseigné justement la session d'automne à l'Université cette année. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. Le sujet, en gros, c'était vraiment la santé féminine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'était autant les produits qu'on peut retrouver en pharmacie dans la section qui est comme dédiée plus à l'hygiène féminine. Donc, tout ce qui est lubrifiant, douche vaginale, est-ce que c'est bon de les utiliser? Pourquoi on voudrait utiliser ça si c'est correct? Les savons aussi qui sont vraiment comme dédiés à un usage chez la femme, est-ce que c'est meilleur qu'un savon qu'on pourrait utiliser pour notre corps? On a aussi parlé de contraception parce que oui, santé féminine, ça rime aussi avec contraception, donc tous les moyens de contraception que les femmes pourraient avoir recours. Qui entend, bien, quand on dit contraception, on comprend aussi contraception orale d'urgence quand il y a des oublis ou quand les femmes ont des relations sexuelles et on n'utilise pas le condom ou une méthode de contraception. Donc, est-ce que le pharmacien peut nous le prescrire? Qui qu'on va voir pour avoir ça? Donc, on a jasé de sujets pas mal intéressants. Puis, je pense que ça peut éclairer plusieurs filles, puis aussi peut-être pas mal de gars aussi à ce sujet-là. Oui, parce que je pense que c'est un sujet, comme on disait un peu dans le podcast, un peu tabou peut-être, puis on a essayé de démystifier un peu tout ça. Fait que même si vous êtes un gars, puis vous regardez ça, pas de stress, ça va être sûrement super intéressant aussi, puis vous allez en apprendre beaucoup. Donc, juste avant peut-être de commencer l'émission, je vais juste remercier la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous supporter dans notre projet de balado pour le En vente libre podcast. Puis aussi, j'aimerais remercier Free Fall Records, qui est une compagnie qui a créé en fait la musique que vous entendez au début de chacune de nos épisodes, ainsi que Lauriane Moncton, qui est la chanteuse de cette musique. Puis enfin, j'aimerais remercier le Live City Media qui nous a aidé à créer le logo du podcast. C'est une compagnie vraiment qui crée du contenu vidéo. Donc, si vous avez tout projet vidéo en tête ou quoi que ce soit, Live City Media, je pense que c'est la référence. Les gars sont super dynamiques, sont super gentils, sont super professionnels aussi. Donc, je vous les conseille, c'est sûr, sans aucun doute. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne épisode. Puis, bonne écoute. Yes, bonne écoute. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Bonjour, premièrement, merci beaucoup en fait d'avoir accepté notre invitation à notre podcast pour la 5e épisode déjà du podcast En vente libre. Pour commencer, peut-être vous présenter, dites-moi votre parcours, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis pour qu'on ait une idée. Parfait. Bien, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être ici, Gabrielle et Gabrielle. Moi, je suis pharmacienne depuis déjà un bon bout. J'ai fini en 1991 et après, j'ai fait ma maîtrise en hôpital, en pharmacie d'hôpital et j'ai travaillé pendant un bout à l'hôpital général et après, je me suis exilée un peu dans l'Ouest canadien où j'ai fait mon doctorat de 3e cycle à Vancouver et je suis revenue comme professeure. Dans le fond, je suis revenue comme dans un poste conjoint où je suis professeure à la faculté de pharmacie, professeure de clinique et je suis pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine. À Sainte-Justine, je suis une pharmacienne qui travaille avec les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, l'équipe traitante, donc avec les femmes hospitalisées, des fois en clinique externe aussi. Et à l'hôpital, à l'université, j'enseigne. Et comme vous savez, j'enseigne tout ce qui est les sujets, la santé de la femme, la contraception, les infections vaginales, etc. Donc, ça fait déjà un bon bout là, depuis. J'ai commencé à enseigner en janvier 1998 à l'université. Déjà, my God, wow, ça fait beaucoup d'années d'expérience et d'enseignement puis tout ça. C'est vraiment le fun. Puis justement, dans le fond, vous êtes comme plus, on peut pas dire spécialisé en pharmacie, mais on vous est comme plus experte du domaine, tout ce qui rattache la santé de la femme, puis tout ça. Là. Fait que c'est justement comme pour ça qu'on vous avait invité pour justement parler de ce sujet-là qui semble peut-être un peu, des fois, tabou, malheureusement, quand ça devrait pas l'être. Je pense la santé de la femme, c'est tellement important, puis ça fait partie comme du quotidien de tout le monde, veut pas, ça touche tout le monde. Fait que ça serait vraiment comme le sujet du jour, je pense, puis vous êtes la personne vraiment toute désignée pour en parler. Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec, tu sais, qu'est-ce qu'on retrouve en pharmacie, peut-être des produits en vente libre qu'on ne sait pas trop. Tu sais, on arrive dans cette section-là, puis il y a tellement de choses. Comment on s'y retrouve? Comment on commence?
en tout cas, peut-être qu'on pourrait parler de ça, justement, là, de voir... Parfait. Il y a beaucoup de produits. Hein. Moi, j'ai fait le tour. Souvent, avant de donner mes cours, je vais dans les pharmacies parce que je travaille plus à l'hôpital pour voir un peu ce qu'il y a comme produit, puis on peut s'y perdre. Il y a beaucoup de produits. C'est sûr que dans la santé de la femme, on parle souvent de lubrifiants, d'hydratants. On peut voir aussi des douches vaginales. Malheureusement, on en voit encore. Donc, les traitements pour les crampes menstruelles, ces choses-là. Puis c'est sûr que aussi en pharmacie, on peut avoir, maintenant avec le pharmacien, on peut avoir la contraception d'urgence. Ça fait depuis 2001, ça fait quand même 20 ans cette année que les pharmaciens peuvent le prescrire. Et dernièrement, la contraception hormonale aussi. Donc, autre que juste dans la pharmacie, il y a aussi des produits qui sont plus derrière le comptoir. Derrière le comptoir, oui, c'est ça. Ça regroupe beaucoup de choses, la santé de la femme, puis des choses que peut-être comme des choses en vente libre, qu'on n'a pas nécessairement besoin de diagnostic pour aller chercher ce genre de produit-là. Puis peut-être que la femme qui se retrouve devant cette section-là peut sembler un peu comme perdue, tellement il y a de produits, puis qu'est-ce qui est adapté selon quelle situation. Puis il y a sûrement comme une gêne aussi des patients. Oui. Il y a comme un peu de tabou autour de la santé vaginale. Ouais. Aussi même autour de la ménopause, tous les produits de la ménopause. C'est un passage obligé de la vie. Hein. Effectivement. Puis, mais il semble qu'on est des fois un peu mal à l'aise d'en parler. Même comme pharmacien, je pense on a des cours là-dessus, mais c'est pas quelque chose avec lequel on se sent trop à l'aise. Mais vous, dans votre pratique, est-ce que vous diriez que comme vous avez vraiment vu comme un besoin comme dans la population au niveau des femmes, en tant que pharmacienne, les gens étaient gênés d'en parler, ou est-ce que vous avez vraiment constaté un problème relié à ça? Je pense que ça s'améliore quand même. Je pense que je le vois parce que j'ai une fille, puis j'ai des enfants de votre âge, et je vois que les personnes en parlent, leurs amis, c'est beaucoup plus, ou même dans les cours que j'ai vus qui ont suivi, je trouve que c'est beaucoup plus d'ouverture maintenant, mais je dirais que peut-être 20-30 ans, on en parlait beaucoup moins. Puis on était moins formés aussi. Mais je pense que maintenant, on parle plus de contraception, on parle de contraception orale d'urgence, on en parle, je pense, dans les publicités aussi, on n'est pas gêné, les produits hygiéniques, etc. Je pense que c'est mieux. Je vois une amélioration. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a évolué peut-être depuis plusieurs années aussi, puis tant mieux aussi parce qu'on peut plus en parler, puis on peut avoir des sujets comme ça aujourd'hui sans nécessairement que ça soit tabou, puis qu'on puisse en parler comme ouvertement. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais est-ce que ça pourrait comme coïncider un peu avec la première pilule contraceptive quand elle est arrivée sur le marché? Est-ce que c'est comme, tu pensais que ça serait comme ça le moment? La révolution un peu. C'est arrivé, je pense, en 1960, la première pilule avec des vraiment hautes doses. Puis depuis, on s'est beaucoup raffiné, puis c'est des médicaments qui sont beaucoup mieux tolérés. Je pense qu'il y a eu la révolution aussi dans les années 70, je pense, qui disait un peu les femmes, la libération des femmes, etc. Je pense qu'on en parle plus. Je pense que, en tout cas, je vois les jeunes femmes présentement, puis je pense qu'il y a beaucoup quand même une facilité plus grande, puis même d'en parler. Puis c'est ça qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de gêne. C'est des organes comme les autres. Ben oui, effectivement, c'est vrai. Il faut en prendre soin. Ben oui, effectivement. Fait que justement, peut-être qu'on pourrait comme décortiquer ensemble comme qu'est-ce qu'on retrouve en pharmacie, peut-être pour essayer de mieux vulgariser qu'est-ce que les produits qu'on retrouve en pharmacie ou ailleurs, là, pour savoir vraiment comment s'y retrouver, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire, quels sont les risques associés. Fait que, en fait, pour les gens qui nous écoutent en audio, on a aussi une version YouTube où qu'on voit vraiment les images de quand on discute tous ensemble pour tous nos podcasts, mais particulièrement pour celui-ci, si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qu'on parle, on a pris des photos de produits qu'on retrouve en pharmacie. On est allé prendre des petites photos dans les tablettes pour qu'on puisse peut-être avoir un visuel de qu'est-ce qui se retrouve en pharmacie. On tient à dire qu'on n'est pas commandité ni quoi que ce soit par aucun de ces produits-là. On fait juste en parler pour que ça soit plus clair puis pour vulgariser les sujets. Fait que si jamais vous êtes intéressé d'aller regarder sur YouTube, faites-le sans problème puis vous allez voir de quel produit on parle. Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec les lubrifiants, grande catégorie qui semble très vaste quand même, parce qu'il y a quand même un gros choix de produits sur les tablettes en pharmacie, là, je pense. Il y a beaucoup de produits, puis je pense qu'il faut faire... Il y a les lubrifiants. On parle souvent de lubrifiants comme... c'est des produits qu'on utilise souvent avant les relations sexuelles pour que ça soit plus confortable. Donc, ça, c'est les lubrifiants. Puis après, il y a aussi les hydratants, puis on pourra parler un peu de la différence. Dans les lubrifiants, il y a toutes sortes de lubrifiants, puis on peut se perdre à regarder tous les ingrédients. Il y en a à base d'eau, qui sont ceux qu'on
qu'on utilise depuis plus longtemps. C'est des lubrifiants qui sont peu irritants, qui sont faciles à utiliser, qui durent peut-être un petit peu moins longtemps que les autres qu'on a, qui sont à base de silicone. Puis après, dans ceux à base d'eau, il y en a des fois avec des parfums, des senteurs, des saveurs, etc. Ça, on peut se perdre, mais je pense à la base, on devrait prendre quelque chose qui n'a pas trop de senteur, pas trop de... Pour les risques d'allergie, il faut toujours penser risques d'allergie, réactions qu'on pourrait avoir. Donc, un lubrifiant de base qu'on utilise juste avant les relations sexuelles, puis ça fonctionne bien. Puis, on peut y aller avec les produits génériques aussi. Là, c'est sûr qu'on a des photos avec des produits de marque, mais il n'y a pas de marque meilleure qu'une autre. C'est ça, il n'y a pas de marque meilleure qu'une autre. C'est pas parce qu'il y a des choses sensationnalistes sur les boîtes ou sur les tubes que nécessairement que c'est vrai que c'est mieux. Dans le fond, la base, c'est soit l'eau ou le silicone. Comme vous des dites. fois, on voit glycérine, on voit des méthylcellulose, etc., des choses, ou des produits de conservation, mais quelque chose de clair, pas de couleur, rien à base. Puis ça peut être ça. Puis c'est pas très, très cher. Puis en général, ça fait un bon... ça fonctionne bien. Ça fait l'effet nécessaire. Ça fait l'effet désiré. Mais par exemple, les Trojan, il me semble, je m'excuse, je vous ai coupé, là. Non. Il y a des produits différents. Là. J'ai vu, il y en a qui peuvent faire une sensation de comme fraîcheur, ou il y en a qui peuvent stimuler comme une sensation de chaleur. C'est-tu des produits qui peuvent être irritants, ça aussi? Moi, je pense que oui. Ce qu'ils mettent je pense que c'est du menthol qu'ils mettent dans les produits. Pour ça fait une sensation de chaleur quand on le sait, quand on utilise du Vicks ou au niveau des muqueuses, on sent cette chaleur-là. C'est la même sensation de chaleur un peu. On peut les essayer, mais il faut toujours, si on est une personne de type allergique, là, ou peut-être qu'on n'aimerait pas ça, on n'aurait pas aimé non plus cette sensation de chaleur parce que ça peut brûler un peu aussi. Ouais, il y a une mise en garde aussi dans ces produits-là. Là, j'avais regardé qui disait que si jamais la sensation se persiste ou que ça brûle ou quoi que ce soit, on est mieux d'arrêter de jamais l'utiliser. C'est ça. Donc ça, c'est ça à base d'eau. Sont normalement un petit peu moins cher aussi. Puis c'est ça. Puis c'est sûr que t'as raison. Des fois, les noms sont assez sensationnels. Des le marketing. Machin, là, des choses. Puis après, il y a ceux à base de silicone. Moi, ce que je vois, c'est qu'il dure peut-être un petit peu plus longtemps. C'est un peu plus cher aussi. Pour les relations anales, j'ai vu aussi que c'est souvent ceux qui sont préférés. Puis, c'est ça. Donc, la désavantage, c'est le coût peut-être. Et c'est aussi que ça peut être des fois devenir aussi plus gommeux. Là, c'est moins fluide. Mais ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, ça peut être... Il y a des personnes qui pourraient aimer ça. Quand on regarde dans les produits, ça dit diméthicone. Toutes les choses à base de silicone, ça ressemble à diméthicone, etc. Puis des fois, il va y avoir d'autres produits qui vont retenir l'eau aussi. Donc, il y a ces produits. Ça, c'est pour les lubrifiants. Donc, puis après, c'est choisir quelque chose avec lequel on est confortable, le budget qui nous convient, là, puis quelque chose qui est confortable. Donc, ça peut être utilisé pour toutes les femmes. Autant les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale, les femmes qui ont des relations sexuelles, qui n'ont pas de sécheresse vaginale. Donc, il n'y a pas de... puis, on peut les utiliser, ceux à base d'eau, avec les condoms, les diaphragmes. On fait attention avec tout ce qui est produits qui ont de l'huile ou de la vaseline, etc., avec les condoms, puis les diaphragmes, parce que ça peut altérer la conformité du latex, puis ça pourrait faire briser les latex. Ah ouais, c'est quand même important. C'est ça, c'est important quand même, parce que si tu choisis un lubrifiant, puis finalement, tu te protèges, puis là, tu penses que, finalement, ça peut interagir, dans le fond, ensemble. Fait que même si c'est en vente libre, puis que c'est sur les tablettes, il faut quand même faire attention justement aux produits qu'on utilise pour être sûr que c'est compatible avec le moyen de contraception qu'on va utiliser. Parce que des fois, il y en a qui se disent plus naturels, puis là, ils vont avoir des huiles ou des choses. Donc, il faut faire attention de ne pas utiliser des choses à base d'huile. Ça me fait penser les choses naturelles. Des fois, vous allez voir aussi des lubrifiants qui se disent de plus naturels, qui interféreraient moins avec la vie des spermatozoïdes. Par exemple, si quelqu'un... c'est sûr que le condom est là pour arrêter. Si on n'a pas de condom et qu'on veut concevoir, ben là, on va y aller. Il faut faire attention avec les choses naturelles parce que on peut briser le condom, mais ça pourrait peut-être affecter moins les spermatozoïdes. Je pense pas qu'il y a de données là-dessus, là, mais c'est quelque chose qui, des fois, vous allez voir plus naturel. Ça va mieux aider aux spermatozoïdes et à la fertilité. Bon, mais on ne s'est pas prouvé, on ne sait pas si c'est vrai, puis c'est peut-être juste pour un coup de marketing qu'on a mis ça sur les... Il n'y a pas d'énormes données, là, mais ça pourrait être intéressant. Là. Quelqu'un qui essaie de concevoir puis ça ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il peut regarder ça. Peut-être qu'il peut, c'est vrai. Puis, par exemple, on parlait comme eux à base d'eau, à base de silicone. Fait que, dans le fond, la différence qui ferait en sorte que quelqu'un irait plus vers quelque chose à base d'eau ou de silicone, ben ça serait plus comme la durée d'action, en fond, ce que je comprends. Un peu plus la durée d'action, c'est ça. Sont un peu plus
plus épais, là, c'est moins fluide, c'est moins comme de l'eau. Là. OK. Donc, OK. il y a des personnes qui vont préférer ça, mais il n'y a pas un grand avantage. Là. Mhm. Est-ce que les lubrifiants à base d'eau, ils ont un certain potentiel hydratant ou pas du tout? On n'est pas là. C'est des hydratants de faible, courte durée. OK. C'est de la courte durée. OK. C'est pas quelque chose qui va garder de l'hydratation vaginale à long terme, C'est ça. comparativement aux hydratants vaginaux. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est vraiment plus une utilisation court terme. On va aller vers ce genre de produit-là. Puis, il faut vraiment qu'on regarde, dans le fond, la liste d'ingrédients. C'est comme la priorité. Quand on regarde un lubrifiant, c'est ça. à base d'eau ou à base de silicone. Puis, on évite tout ce qui est, dans le fond, parfum ou tout ce qui pourrait comme irriter, toutes les saveurs aussi, puisque ça pourrait peut-être faire une réaction allergique non désirée. Puis, ça serait pas souhaitable quand même. Ça peut être vraiment désagréable. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu dans ces choix-là de voir avec... Puis je pense que c'est beaucoup de l'essai-erreur. On l'essaye, on aime ça, puis ça fonctionne bien. Puis il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas en réappliquer là, pendant une relation sexuelle. Là, il n'y a pas de limite d'utilisation, Non, c'est pas toxique, c'est pas absorbé non plus. Là, non, c'est ça. Donc, OK. On peut en réappliquer si ça nous rend plus confortable. Est-ce que vous aviez remarqué des fois en arrière de la bouteille, est-ce que c'est écrit sur certains lubrifiants de ne pas utiliser le condom ou c'est pas compatible? Ou? Je ne les ai pas toutes regardées, mais j'imagine que quelque chose qui est à base d'huile, ça devrait être inscrit. Ça devrait être inscrit. C'est pas toujours inscrit. Fait que quand c'est à base d'huile, on fait attention pour ne pas... Avec le condom, ça pourrait en fait altérer le condom, donc le moyen de contraception. Donc, il faut faire attention quand on lit les ingrédients, si on voit de l'huile, on touche pas à ça si on utilise le condom. On utilise un condom, ouais. OK, d'accord. Parfait. Fait que, puis c'est ça. Fait que là, ça, c'est comme tout ce qui est le monde des lubrifiants qui est quand même vaste et beaucoup de marketing. Fait qu'il faut faire attention. Fait que si ça dure courte action, puis là, si une femme dirait « j'ai plus de sécheresse vaginale », là, on dirigerait pas la personne vers comme un lubrifiant. Ça serait comme plus... Elle peut toujours utiliser un lubrifiant lors des relations sexuelles, mais si c'est une sécheresse vaginale qui est présente tout le temps, pas seulement lors des relations sexuelles, ça devient intéressant d'utiliser un hydratant. Okay. Parce que l'hydratant, on l'utilise soit tous les jours ou 2 fois par semaine, ça dépend des produits. Et ça, c'est vraiment pour restaurer une hydratation au niveau vaginal. Puis il y a certaines femmes, on parle souvent de ménopause, hein, on parle souvent des femmes... ménopausées qui ont plus de sécheresse vaginale, mais il y a quand même les femmes préménopausées qui pourraient avoir de la sécheresse vaginale. Je pense que j'avais regardé, c'était 15% des femmes à peu près en préménopause. Donc, c'est pas juste les périménopauses, les ménopauses, mais c'est en général dans la... Puis c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui pourrait causer, en fait, que une femme, qu'elle soit post-ménopause, en ménopause ou avant la ménopause, ait recours à comme un hydratant vaginal? Qu'est-ce qui pourrait causer la sécheresse vaginale? C'est chez une femme... qui n'est pas ménopausée, mais c'est sûr que si c'est la ménopause, c'est sûr que c'est la diminution des hormones qui fait en sorte, puis tous les symptômes qu'on a avec la ménopause peut diminuer l'hydratation puis causer la sécheresse. Ça, c'est une cause. Mais chez une femme non ménopausée, mais ça peut être l'allaitement, les femmes qui allaitent, ça peut être même la grossesse, des maladies chroniques là, comme le diabète, la dépression, ça peut être même des médicaments comme les contraceptifs hormonaux, ça peut être les produits, souvent les produits pour l'acné aussi peuvent assécher. On pense souvent à l'isotrétinoïne, qui est utilisé, le nom commercial étant Accutane. Même le stress peut faire aussi de la sécheresse vaginale. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent affecter vraiment. Les personnes qui souffrent de cancer, ils ont des traitements, peuvent être aussi affectées par la sécheresse vaginale. Puis ça peut être très incommodant. Ça peut être vraiment une sécheresse vaginale qui cause de la douleur, peut causer des fissures. Ça peut être difficile lors des relations sexuelles. Il peut y avoir plus d'infections vaginales aussi. Puis, les femmes deviennent vraiment conscientes. Ça les dérange beaucoup. Puis, au niveau de leur estime d'elles, au niveau sexuel, etc., ça peut vraiment les affecter. Donc, c'est important d'en parler. Puis, c'est sûr qu'on vise souvent plus les femmes ménopausées, mais ça peut arriver chez les femmes préménopausées. C'est ça, parce que comme que vous venez de dire, en fait, il y a tellement de raisons qui peuvent causer ça. Puis, tu sais, on est dans une période stressée. Peut-être qu'on peut pas penser que c'est dû à ça, mais c'est pas juste une femme en ménopause qui peut souffrir de ce genre de problème-là. Puis, il y a puis avoir recours justement à ça. Puis quand tu es une jeune femme, peut-être que tu te sens un peu, c'est tabou un peu de dire que tu as ce genre de symptômes-là quand tu es supposée être jeune et en santé, ça, comme jeune. parfaite. Ouais, là, oui, il y a la traite de la perfection, c'est ça, non? Ça peut arriver. C'est sûr que la ménopause, on parle au moins 50% des femmes, même plus, 60-70% des femmes qui vont avoir la sécheresse vaginale à différents degrés, puis différents inconforts. Donc là, c'est trouvé. C'est sûr que chez une femme, on
peut toujours utiliser les hormones, il y a toujours les crèmes d'hormones, etc. Mais c'est un bon début de commencer avec un hydratant chez une patiente qui a une sécheresse qui n'est pas très importante. OK, fait que c'est ça. Fait que si une femme a des problèmes de sécheresse vaginale, puis ce serait quoi comme les conditions peut-être plus légères, comme quand c'est pas trop incommodant, on pourrait se retourner vers quelque chose qui est comme sur les tablettes, dans le fond. J'imagine que si elle n'a pas toujours de la douleur, si elle n'a pas des fissures, etc., là, c'est vraiment, si ça ne devient pas un problème majeur, mais c'est une légère sécheresse vaginale, je pense qu'elle pourrait être utilisée, c'est un hydratant qui est utilisé, comme j'ai dit, des fois, on donne une espèce de dose de charge. Là. On commence pendant plusieurs jours, puis après, c'est 2 à 3 fois par semaine. Puis ça, c'est pas avant les relations sexuelles. Il y a certains hydratants qu'on peut utiliser régulièrement et avant les relations sexuelles. Ça peut être fait aussi. Puis, on peut utiliser un hydratant et utiliser aussi un lubrifiant vaginal lors des relations sexuelles. Donc, un n'empêche pas l'utilisation de l'autre. OK. Fait que c'est plus quelque chose comme qu'on va utiliser de façon comme régulière à chaque jour, puisque c'est un problème qui est plus comme chronique, qui va durer dans le temps. VS, comme qu'on a parlé, les lubrifiants, que c'est un problème qui est plus comme spontané lors d'une relation sexuelle. Que c'est pas nécessairement un besoin à long terme. C'est comme la différence. C'est ça, les hydratants ils contiennent des produits qui vont retenir l'eau, qui vont adhérer à la paroi vaginale, puis qui vont restaurer l'hydratation au niveau vaginal. Donc, il y a des copolymères, il y a souvent de l'acide hyaluronidique. Je me trompe tout le temps quand je le dis. Puis, et d'autres polymères qui vont faire en sorte qu'ils vont retenir l'eau. Donc, c'est vraiment des propriétés particulières qui vont adhérer aussi au niveau de la paroi vaginale. Donc, ça reste vraiment au niveau vaginal, ça va permettre une meilleure hydratation, ça l'apporte un peu comme de l'eau au niveau du vagin pour que ça soit confortable, c'est ça. Je pense que pour tous les jours, là, dans la journée, tous les jours, parce que ça peut être vraiment inconfortable, ça peut être de la douleur, ça peut être... j'ai des femmes ménopausées qui m'ont dit que c'était vraiment... ils le ressentent tout le temps. Ils sentent qu'il y a des brûlures, que c'est pas confortable. C'est vraiment seulement de la sécheresse. Mais c'est sûr, puis ça a un impact aussi comme psychologique quelque part, là, de ne pas te sentir bien. Puis ça a comme des répercussions. Tu te dis, mon Dieu, pourquoi je me sens comme ça? Puis là, t'es comme un peu gênée d'aller consulter, que ce soit un pharmacien, un médecin ou peu importe qui autour de toi. D'en parler, ça peut être comme difficile. Fait que là, après, ça vient un peu avec des effets comme collatéraux de... C'est dur psychologiquement, ça peut justement peut-être, on ne sait pas comme quel impact ça peut avoir, puis comme on a dit, le stress en plus, ça empire la sécheresse vaginale, fait que c'est comme un cercle vicieux un peu. On sent que c'est pas quelque chose de majeur dans le corps, peut-être que j'irai pas consulter, peut-être. Donc comme pharmacien, je pense qu'on est quand même bien placé là, pour aider ces femmes-là, en attendant peut-être qu'ils voient un médecin pour pouvoir avoir une évaluation plus poussée, puis peut-être avoir besoin d'hormones, etc. Mais je pense que c'est un bon départ si en parlant à une femme, on se rend compte qu'elle a de la sécheresse vaginale parce que, surtout si elle vient nous dire qu'elle a des symptômes vasomoteurs, donc de la ménopause, donc des bouffées de chaleur, etc., de la difficulté à dormir, mais on peut aborder le sujet puis demander, bien, est-ce que vous avez aussi de la sécheresse vaginale? Puis là, peut-être qu'on peut l'aider. Tu sais, on peut aller de l'avant. Peut-être qu'elles vont pas toujours nous en parler et peut-être vont pas faire le lien non plus que c'est dû à ça. Ben ouais. Des fois, comme le stress, ça peut paraître tellement, c'est que malheureusement, ça fait partie de notre quotidien. Mais puis, des fois, on peut pas associer ça à nécessairement la sécheresse vaginale. On se dit, ben non, ça doit pas être ça doit être autre chose. On pousse le problème ailleurs, mais des fois, c'est causé exactement comme... C'est important, hein? Comment le psychique peut affecter c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Nos hormones, toutes sortes de choses. C'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que là, sur les tablettes, comme on a aussi encore une fois une panoplie d'hydratants. Il y en a de plus en plus. Moi, je dirais, il y a quelques années, il y avait souvent, je le vois, le Replens, qu'on voyait souvent. Puis après, il y a toutes sortes de produits qui sont arrivés sur le marché, souvent à base de mêmes produits. Là, puis comme c'est ça, vous voyez, c'est souvent des seringues pré-remplies ou on mesure un applicateur qu'on va appliquer une fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Puis après, au besoin un peu. Puis c'est quand même des produits qui sont dispendieux. Je pense que c'est quand même, c'est pas donné, mais je pense que des fois, ça pourrait valoir la peine d'investir au lieu d'utiliser un lubrifiant qui pourrait ne pas durer très longtemps. Là. Puis c'est ça, ça réglera pas le problème à la base. Mais est-ce que justement d'utiliser ce genre de produit, les hydratants vaginaux, est-ce que quand on l'utilise de façon plus régulière, est-ce que ça va régler le problème? Ou... Ça peut, c'est moins efficace que les hormones, il faut quand même le dire, mais ça a quand même une efficacité qui est intéressante puis qui peut perdurer. Là. Est-ce que des fois, une femme peut utiliser autant, si son médecin, si la sécheresse vaginale en vient à une consultation avec un médecin, le médecin décide de prescrire des hormones à cette femme-là,
Est-ce qu'on peut combiner les hormones avec un hydratant Moi, ou je vois pas ça sera pourquoi. plus nécessaire à ce moment-là? Ben, peut-être qu'elles en auront plus besoin, peut-être OK. moins besoin, mais c'est pas On une pourrait quand même, contre-indication ouais. dans notre utilisation. Fait qu'il y a pas, est-ce qu'il y a des contre-indications, des conditions qui feraient en sorte que là, qu'il faut pas que j'utilise ce genre de produit-là, par exemple? J'imagine les allergies ou si on a fait une réaction. Je vois pas vraiment d'autres contre-indications en tant que telles. C'est ça, c'est quand même quelque chose de sécuritaire Oui. comme produit en général, si on regarde les ingrédients encore une fois. Oui. Puis, y a-tu des ingrédients, justement, qui seraient importants dans les rechercher dans la liste des ingrédients quand on regarde un hydratant vaginal, Ils sont tous justement? pas mal à base de même chose, de copolymère. Je crois qu'il y en a certains qui ont de la glycérine, méthylcellulose, de l'acide hyaluronique. C'est souvent ça, des agents qui vont être capables de retenir l'eau. OK. Mais contrairement à tous les lubrifiants, il y a moins de produits avec sensations extraordinaires. ça. là, OK, c'est moins- de c'est moins menthol, couleur, commercialisé. saveur, etc. Parce que OK, c'est ouais. pour une utilisation qui est plus... Parce que là, je vois comme lui, on dirait, pH femme, là, on dirait qu'il y a comme lui, il y a je sais pas si c'est de la menthe dedans, mais il y a comme une petite feuille, là, avec... C'est bien Je pense vrai. que c'est pour l'hydratation. Je pense que c'est pour dire que ça retient. Je pense que c'est de la rosée. Je sais pas. C'est ça. OK, parce que, mais il y a moins de produits de marketing, en fait, Oui, il y a moins dans de- ça. Ça serait plus comme au niveau comme du lubrifiant qui aurait beaucoup de choses, mais au niveau des hydratants, c'est pas mal tout un peu la même chose. C'est juste la marque qui va différer. C'est ça. Puis il y en a moins. Il y en a pas. Il y a moins de. La panoplie est moins grande. OK. Pour, Comparativement au lubrifiant. mais OK, on je vois reçoit. qu'il y a quand même, on en parle plus, donc il y Ouais. a quand même un intérêt. Donc je vois qu'il y a de plus. À chaque année, je trouve qu'il y a des nouveaux produits qui Ben se oui, rajoutent dans mon c'est cours. sûr. Ouais. Tandis que les lubrifiants, ils changent. Il y en a beaucoup, puis on dirait que chaque marque semble avoir 3-4 versions de leur lubrifiant C'est ça. avec différents attributs. Là. Oui. Mais c'est ça, ils ont toutes comme. T'arrives devant c'est la même compagnie avec 5 choix différents. Puis là, Exactement. tu te dis, Ouais. ben voyons, comme. Puis là, ça prend du temps le à bon, lire, tu sais, à ouais. comparer, c'est Puis ça. là, tu comprends pas, puis là, c'est écrit en tout petit en bas, puis là, tu dis, bon, OK, c'est quoi que je prends? Puis là, tu y vas avec la plus belle bouteille, puis, tu sais. Oui. Il y en a qui ont Ouais. des noms vraiment tu sais, attirants. Là, Ouais. Pourquoi je ne prendrais pas le meilleur, mais C'est ça. je pense Mais d'y aller avec quelque chose de simple. C'est de la simple, meilleure chose. c'est le meilleur. Fait qu'au moins, au niveau des hydratants vaginaux, on n'a pas ce problème nécessairement. Moins. Comme moins, en tout cas, là, Ouais. par rapport au comme Ouais. marketing, puis tout ça, Ouais. là. Parfait. Puis après ça, on a aussi un autre, peut-être quelque chose qui est un peu mal connu ou des mythes associés à ça, mais une douche vaginale. Premièrement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce Moi, que... ce que je vois, moi, j'étais bien contente cette année quand je suis allée faire le tour de voir qu'il en restait presque plus dans les pharmacies. ouais. Je vous avais montré ça dans le cours, hein, dans les années 40, 50. C'était quelque chose, il y avait de la publicité qui disait, vous devez vous nettoyer pour Oui. être attirante pour votre mari, Ouais. etc. Et c'était quand même, c'est comme une tradition qui se perpétue de mère en fille, souvent dans des familles, ou une tradition de vouloir nettoyer son vagin pour pas avoir de senteur et pour être plus attirant. Mhm. Donc, ça a été fait quand même pendant plusieurs années et je vois qu'il y a une tendance quand même à en avoir moins. Puis les raisons, c'est que maintenant, on commence à avoir des données que ça peut être dangereux. OK. Donc, on n'a pas besoin de nettoyer le vagin. Le vagin, on dit souvent que c'est un organe auto-nettoyant parce que c'est un équilibre un très bon équilibre de bactéries, de micro-organismes qui gardent notre santé vaginale comme il faut, là, d'avoir une bonne santé vaginale. Donc, dès qu'on se met à mettre des produits qui peuvent altérer soit le pH, soit les bactéries qu'il y a au niveau vaginal, bien, on déséquilibre ce bel équilibre de santé et ça fait en sorte qu'on peut avoir des infections vaginales. On peut aussi avoir d'autres complications. OK. On sait que les femmes qui utilisent des douches vaginales ont plus de risques d'avoir des infections vaginales, puis même plus des infections transmises sexuellement. Donc, on voit que ça peut être quand même grave. Ouais, Puis, durant la grossesse, ça peut être associé à plein de complications de la grossesse. Donc, on ne recommande pas d'utiliser des douches vaginales. Si on est comme pharmacien confronté à une femme qui veut une douche vaginale, je pense qu'il faut lui demander pourquoi. Puis souvent, ils vont vous parler d'odeur. Il y a toutes sortes de raisons de vouloir utiliser souvent, c'est pour se sentir plus propre. D'autres pour avoir moins d'odeur. D'autres même comme contraceptif. Là, c'est pas quelque chose d'efficace, je vous le dire. Puis, je pense qu'il faut quand même expliquer aux femmes que c'est pas nécessaire. C'est normal, des fois, dans un cycle menstruel, d'avoir des odeurs qui sont différentes. Là. Petite odeur
odeur au niveau vaginal et ça fait partie, c'est normal. C'est sûr que d'avoir des grosses sécrétions puis des odeurs très fortes, là, ça peut être un indice d'avoir une infection vaginale, puis ça vaut la peine d'aller se faire tester puis d'aller vérifier pour un diagnostic. Mais une odeur légère qui varie durant le cycle, c'est normal. Et pour garder la santé vaginale comme il faut, on n'essaie pas ni d'utiliser des douches vaginales, parce que souvent, sont à base soit de vinaigre ou d'acide citrique, etc. Puis ça fait diminuer le pH, puis ça fait changer le pH. Donc, ça tue des bactéries, ça change le pH. Donc, on se met à risque d'avoir des infections. Ensuite, il ne faut pas non plus essayer de se laver avec d'eau, des savons. Des fois, vous allez voir aussi dans les produits, on peut retrouver des produits de santé génitale ou santé vulvaire. Je pense de juste se nettoyer avec un savon, un savon régulier, là, sans odeur, sans senteur particulière, avec lequel vous n'avez pas d'irritation, c'est la meilleure chose. On n'a pas besoin de s'insérer de rien pour nettoyer le vagin. C'est ça, c'est comme naturellement, notre corps est fait, le corps de la femme est fait pour que ça se nettoie automatiquement, puis qu'il n'y ait pas de besoin d'insérer quelque chose pour quoi que ce soit. Là, c'est vraiment... c'est pas nécessaire. Des fois, il y a certaines filles qui vont vouloir l'utiliser après leurs règles, après leur menstruation, pour nettoyer, mais ça non plus, c'est pas nécessaire. Okay. Puis on se met à risque d'infection, on se met à risque d'autres choses ou de faire des irritations. Puis là, ça peut augmenter le risque de contracter des infections transmises sexuellement. Donc, je pense que le message, c'est pas nécessaire d'utiliser. C'est pas très cher. Là. Je sais que ça coûte à peu près 5 $ que j'avais vu celui-là, mais ça vaut pas la peine d'investir ce 5 $. C'est 5 $ qu'on peut mettre d'ailleurs. Si jamais on est inquiète puis qu'on trouve qu'on a des sécrétions qui sont abondantes ou des odeurs qui sont malodorantes, je pense que c'est toujours mieux de consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas une autre infection. Okay. Parce que ça, les infections non traitées peuvent avoir des complications aussi. C'est ça. Fait que finalement, au final, il y aurait plus de risques que d'utiliser la douche vaginale ou tout autre produit nettoyant dans l'optique de « j'ai des mauvaises odeurs ces temps-ci » ou il y a des sensations qui sont anormales, puis je me dis « je vais prendre ça, puis on verra après ». Il y aurait quasiment plus de risques associés à l'utilisation de ce genre de produit que de justement dire « OK, ben là, il faut que j'aille consulter maintenant, puis j'attends pas comme à plus tard. » On va peut-être passer à côté de quelque chose. Oui, c'est ça. On va peut-être camoufler une infection, donc... C'est ça serait mieux de consulter, puis il n'y a pas nécessairement de raison d'aller utiliser ça, malgré tout ce qui est peut-être véhiculé aussi. Là. On voit quand même beaucoup de publicité ou de choses comme ça, que on doit comme nettoyer, mais ça serait comme toutes des mythes, puis juste comme une question de marketing quasiment aussi, qu'est-ce que je comprends. Là. Ou c'est une pression sociale aussi. C'est ça, puis il y a une pression sociale un peu dans les familles, tout ça. On apprend ça de nos mères, mais c'est peut-être quelque chose qui est Moi, en tout cas, en regardant les produits au fil des années, je vois quand je donne le cours qu'il y a de moins en moins de produits. Cette année, j'en ai trouvé un seulement dans la pharmacie où j'étais. Je trouvais que c'était rassurant quand même. Probablement que ça se vend pas, puis tant mieux si ça se vend pas. Ça. Mais il y a quand même plusieurs savons. Là. Je pense que Vagisil, là, en pharmacie, il me semble que... C'est vrai que les douches vaginales, on dirait que j'en ai pas trop vu, mais les savons particuliers comme qui sont dits pour justement pour se nettoyer comme l'extérieur du vagin et tout, fait que la vulve, il y en a vraiment comme plusieurs senteurs, puis je comprends pas pourquoi ça reste. Mais ça reste, mais ça, c'est peut-être moins dangereux un peu, mais c'est pas nécessaire non plus. Fait que c'est moins dangereux qu'une douche vaginale en tant que telle, mais c'est quand même non nécessaire. Donc, c'est pas nécessaire. C'est pas qu'on va pas aller investir notre argent quand que notre savon régulier fait l'affaire. C'est ça. Savon est au clair. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, moi aussi, j'en vois beaucoup là, en pharmacie, justement, de produits, là, la gamme de produits nettoyants, Vagisil ou genre... Summer je pense, qui font aussi des produits, en fait, pour nettoyer, puis tout ça. Ce serait pas... c'est juste du marketing, puis c'est pas... Je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Ben, tant mieux, au moins, les compagnies qui faisaient des douches se sont recyclées. Oui, c'est ça. Ils se sont dit, ça marche pas les douches, on va essayer de se réorienter pour essayer de prendre notre argent ailleurs. Puis finalement, mais c'est ça, mais c'est quasiment quelque chose de peu connu. Puis quand on le sait pas, puis on arrive devant tous ces produits-là, quasiment, on trouve quasiment que ça serait peut-être nécessaire, tellement que l'offre est grande de tous ces produits. Là, tu te dis, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse parce que on n'en parle pas, parce que on en parle plus, mais on n'en parle quand même pas de tous les risques qui peuvent être associés. Je sais pas si ça existe encore. À un moment donné, il y avait des espèces de désodorisants là, pour mieux sentir mieux, là, mais c'est pas nécessaire. Ça non plus, c'est pas nécessaire de se parfumer ou de comme quoi que ce soit. On se met à risque de réaction.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est ça. S'il y a Ouais, des c'est produits qui sont super irritants, ça peut causer l'effet contraire puis nous mettre plus à risque Mais oui. peut-être de sécheresse vaginale, justement, ou de autres choses qui pourraient nous affecter. Si on fait une réaction au niveau vaginal, ça peut être quand même Ça peut être plus désagréable qu'autre chose. désagréable pendant longtemps. Fait qu'on essaie d'éviter, en gros, ce genre de produits-là en pharmacie. Avez-vous des exemples de, tu sais, là, on parle vraiment des savons qu'on ne devrait pas utiliser, mais peut-être des savons qu'on pourrait utiliser, qui ne sont pas irritants, qui sont quand même abordables, qu'on peut retrouver en pharmacie? Juste des savons réguliers, là, sans, tu sais, je veux pas donner de compagnie, mais tu sais, si vous n'avez pas besoin d'avoir des savons très parfumés, là, tu sais, les savons, les barres de savon réguliers, Ordinaire, blancs, là, ordinaires, sans trop de senteur. Ça fait la job. Ça fait la job. OK. Mais tant mieux qu'on en parle, justement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est mal connu ou peut-être juste Oui, je pense. qu'on n'en parle pas assez souvent de qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on prend ça. C'est tellement comme dans notre quotidien. Puis comme vous dites, c'est plus du bouche à oreille que comme un professionnel qui va nous dire comme OK, non, ça marche pas parce qu'on n'en parle souvent pas, justement. On n'en parle pas beaucoup. Puis même, c'est ça, les femmes n'en parlent pas entre elles tant que ça non plus. C'est pas quelque chose. Mais Puis il y a quand même une bonne section réservée là, dans les pharmacies comme pour ça, dédiée avec tous les savons, douche vaginale, lubrifiant, tout ça. C'est voyant. Oui, effectivement. Puis, comme là, ça serait comme tout ce qui regroupe tous les produits comme en vente libre, puis tout ce qui est qu'on voit sur les tablettes. Mais on pourrait aussi peut-être parler comme de la santé de la femme. Tu sais, on a décortiqué un peu ce point-là, mais peut-être de parler de, tu sais, plus qu'est-ce que notre anatomie ou genre comme comment notre cycle menstruel fonctionne. Qui, je pense, on parle de des choses qui sont mal connues ou qu'on n'en parle pas assez souvent, mais je pense que quelque chose qui est pas assez connu aussi, c'est tout le cycle menstruel, comment ça fonctionne, comment qu'on s'y retrouve là-dedans, comme vulgariser pour qu'on comprenne vraiment bien qu'est-ce que c'est. Oui, c'est ça. On le voit peut-être en biologie au cégep. Là, puis après, mais tu sais, pour les personnes qui ne sont pas en sciences, en sciences, on ne le voit pas toujours. Qui n'est pas dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui on a ça, toutes les femmes ont ça à chaque mois, puis souvent, c'est mal connu, tu sais. Oui, puis on le voit peut-être au secondaire un petit peu dans les cours d'éducation sexuelle, mais pas énormément. C'est sûr que en général, un cycle menstruel, ça dure 28 jours. Puis ça commence toujours au premier jour des saignements. Là, puis ça finit... quand l'autre menstruation revient. Donc, dans ça, on a 28 jours à peu près. Il y a des femmes qui vont avoir des cycles plus courts. Il y en a d'autres qui peuvent aller plus longtemps. Normalement, entre 21 et 35 jours, mais ce qu'on voit, la moyenne, c'est 28 jours. Okay. Puis dans le milieu de ce cycle-là, on a la première phase, qui est la phase qu'on appelle folliculaire, où les follicules sont en train de se développer pour faire un petit ovule. Parce que le but toujours d'un cycle menstruel, c'est de finir en grossesse. Là. Donc, et au 14e jour, dans un cycle de 28 jours, on a l'ovulation. Donc, un des follicules a été développé et devient un ovule. Et il va être relâché. S'il y a des spermatozoïdes et s'il y a une fécondation, bien là, ça va se solder en grossesse, puis la grossesse va avoir lieu. S'il n'y a pas eu de conception, bien, il va y avoir une chute des hormones et on va avoir, après 14 jours, on va avoir le début de... c'est le sang menstruel, c'est comme la couche de l'utérus ou de l'endomètre qui est là, prête pour recevoir un ovule fécondé. S'il n'y a pas de grossesse, bien là, il y a un saignement qui revient. Plus souvent, les menstruations vont durer ça va arriver en 2 à 5 jours, 7 jours. C'est à peu près ça qui est normal. Okay. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ont des menstruations très, très longues, très abondantes, mais ça devient plus anormal. Il faut essayer de les aider. Puis, s'ils ne sont pas sur des contraceptifs, puis il n'y a pas de menstruation, bien, il faut avoir un petit doute que peut-être qu'il y a une grossesse. Ça vaudrait la peine. Fait que dans le fond, sur ce cycle de 28 jours que vous dites, le jour 1 correspond, dans le fond, à la première journée après les menstruations, dans le fond. Oui, la première journée des saignements. Des saignements, OK. C'est jamais, quand on dit le premier jour des menstruations, c'est vraiment le premier jour qu'on a eu un saignement. OK. Puis, ça recommence un cycle jusqu'au prochain jour, ça finit le jour avant le prochain Le jour avant le prochain saignement. Fait que c'est ça. Fait que c'est le premier jour, on le calcule là. Fait que quand on parle de cycle, puis qu'on dit quand est-ce que commence votre cycle, puis tout ça, c'est à ça qu'on fait référence. Là, exactement. C'est quand la dernière fois que vous avez commencé à être menstrué. C'est ça. Quand on demande souvent. Parce que pour la grossesse, c'est important. Des fois, on utilise la date des dernières menstruations parce que c'est quelque chose qu'on sait. On ne sait pas la date d'ovulation. Souvent, on va demander c'est quoi la dernière fois que vous avez commencé à être menstrué. Pour nous donner un environnement comme à peu près c'est où là, la fécondation a eu lieu quand. Oui, mais dans le même sujet,
c'est-tu bien pour ou recommandé pour les femmes justement d'un peu pas de monitorer leur cycle menstruel, mais peut-être de le noter quand ça commence, quand ça finit, pour avoir une idée de c'est quoi le nombre de jours, ou c'est pas du tout Moi, pertinent? je l'ai déjà fait. Mais je pense que c'est une bonne idée, surtout les femmes qui essayent d'avoir des enfants. Là, je pense que là, tu vas avoir une meilleure idée. C'est toujours bon pour un médecin de savoir c'est quand le dernier. Mais aussi, si tes cycles changent un peu si t'es pas sur contraception, là, puis tes cycles changent un peu, puis tu veux avoir une idée un peu là, comment fonctionne ton cycle, je pense que ça vaut la peine de le noter. Puis, c'est sûr qu'on ne recommande pas vraiment là, comme méthode de contraception d'aller avec le calendrier, tout ça, là, parce que c'est moins efficace, mais certaines femmes utilisent ça pour savoir quand est-ce qu'elles veulent, qu'elles sont plus fertiles, moins fertiles, etc. C'est ça. Puis en parlant justement de comme quand, comment dire... comme il y a des femmes qui font des calendriers pour savoir comme quand à peu près ils vont ovuler pour essayer de faire un enfant, tout ça. Je sais qu'il y a aussi quelque chose qui se fait beaucoup, c'est prendre la température, de réguler sa température, de marquer. Il y a beaucoup d'applications aussi qui existent là, avec toutes les panoplies d'applications pour voir son cycle menstruel, savoir quand on ovule ou des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est fiable? Est-ce qu'on peut se... Je pense que c'est la température basale. Puis oui, ça peut aider. Là. C'est comme une autre façon là, de savoir un petit peu quand est-ce que l'ovulation, ça change, je pense, de 0,5. Vraiment de 0,5. 0,5 seulement, là. Oui, degrés, c'est pas beaucoup, là. Okay. Mais certaines femmes vont utiliser ça surtout pour essayer de concevoir. Souvent, là. Puis le changement de température, comme vous dites que ça change de 0,5, c'est plus 0,5 ou moins? Je pense que c'est plus 0,5. C'est plus 0,5. Puis ça survient quand dans le cycle de 28 jours qu'on vient? C'est vraiment à l'ovulation. Fait que c'est la même journée. OK. Oui, c'est à l'ovulation. Puis un ovule, ça dure pas très longtemps. Là. Ça vit 24 heures à peu près. OK. C'est fertile 24 heures. Tandis que les spermatozoïdes, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Donc, c'est pour ça que souvent, on va parler tantôt peut-être de contraception orale d'urgence. C'est pour ça qu'on parle souvent de 5 jours parce que un spermatozoïde peut rester présent là, pendant plus longtemps. Pendant plus longtemps. OK. Fait que tout ce qui est suivre son cycle menstruel via des applications, ça peut être bon juste savoir quand est-ce qu'on est menstrué, nos dates, mais de là, comme tout le temps, réguler notre température, à moins de vouloir utiliser ce genre de méthode-là pour savoir si on veut, par exemple, avoir un enfant, ça serait pas recommandé nécessairement. Là, Comme méthode de contraception, là, ce qu'on appelle la méthode de symptothermique, c'est sûr que c'est moins efficace que les méthodes hormonales ou même le condom utilisé régulièrement. Là. C'est ça, on est mieux de se retourner vers d'autres choses qui prouvent comme ça dépend notre tolérance à la grossesse. C'est comme ça, là, mais si on tombe enceinte, puis tant mieux, c'est maintenant, puis je l'avais pas trop planifié. Si on veut vraiment pas tomber enceinte, je pense que c'est peut-être pas la méthode. Oui, on prend une autre méthode contraceptive. C'est ça. Puis parlant de justement tout ce cycle-là, je sais qu'on pourrait rentrer dans le sujet, si vous le voulez bien, de comme des contraceptifs hormonaux. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes associés à ce moyen de contraception. Il y a beaucoup de femmes qui ont aussi beaucoup d'effets indésirables, qui ont commencé, qui veulent plus jamais retourner à ce genre de moyen de contraception-là. Premièrement, peut-être, est-ce que c'est vrai que notre fécondation est affectée par la fertilité? Non. Dans les études, il n'y a pas eu de données. C'est sûr que si on a commencé à prendre la contraception, la pilule qu'on appelle, à 16 ans, puis qu'on essaie de concevoir à 35 ans, on va être moins fertile que si on avait arrêté à 25. Si la fertilité diminue avec l'âge. Mais en général, la contraception hormonale n'est pas associée à une diminution de la fertilité. OK. Fait que c'est pas vrai. Entre la fille qui a commencé à 16 ans puis elle arrête à 35 ans, c'est plus le temps qui fait en sorte qu'on est moins fertile que prendre la pilule, dans le fond. Là. Dans le fond, quand on prend la pilule, on est comme en état de pseudo-grossesse. Okay. On est comme... on prend des hormones qui restent toujours constantes dans notre sang. Au lieu d'avoir, comme tantôt je disais, dans le cycle menstruel, ça fluctue. Mais pendant qu'on prend des contraceptifs, bien, on a des concentrations qui sont stables et il n'y a pas d'ovulation. Okay. Donc, puis sous contraceptif, on a quand même des menstruations pour la plupart, pour ceux qui collent pas les paquets, là, comme on dit. Est-ce que c'est des vraies menstruations? C'est pas des menstruations, c'est ce qu'on appelle des saignements de retrait d'hormones. T'sais, on a enlevé les hormones. Comme j'ai vu tantôt, je vous ai dit à la fin du cycle, les hormones chutent, puis on a les saignements. Mais quand on enlève, on arrête de prendre des comprimés, mais les hormones chutent et on va avoir des saignements qui peuvent être présents. Fait que les saignements ne sont pas liés à l'ovulation, sont vraiment liés à... On a arrêté de prendre nos hormones, donc on a des saignements. C'est ça, parce qu'il y avait comme une couche de l'endomètre qui était quand même présente. Puis quand on enlève, qui était stabilisée, on enlève les hormones, mais là, ça chute.
C'est sûr, ça, c'est la prise cyclique. Là. Tu disais coller les paquets. C'est sûr que maintenant, la prise en continu est beaucoup plus populaire qu'elle était. Quand on a commencé à mettre la pilule sur le marché en 1960, on voulait reproduire un peu les cycles. C'était plus accepté par la société, l'Église, les femmes, d'avoir un semblant de fertilité, un semblant de normalité. Donc, on prenait 21 jours, puis on arrête 7 jours. Donc, pendant ces 7 jours-là, il y a comme des menstruations. Et après, on recommence 21 jours et on arrête 7 jours. Donc, ça, c'était le cycle de 28 jours qui imitait un peu le cycle menstruel. Mais on sait que c'est pas vraiment des vrais cycles parce qu'on n'a pas d'ovulation, il n'y a pas de changement d'hormones, on garde toujours la même hormone, sauf si on prend des triphasiques, là, ça, c'est autre chose. Mais donc, ça a été accepté. Depuis, je dirais, peut-être 10-15 ans, beaucoup plus, on utilise beaucoup plus la prise, même peut-être 20 ans, la prise en continu, ça veut dire de prendre toujours des contraceptifs sans prendre la semaine d'arrêt. Et ça reste très efficace. Puis, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de saignement à tous les mois. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment comme spécial dans un sens, je trouve, qu'il y a comme... La pilule a été comme construite selon faut que la femme fit dans un cadre et qu'on ait des menstruations parce que la femme a des menstruations, mais dans le fond c'est juste un peu comment dire, un peu un show de dire ils ont des menstruations, mais dans le fond c'est pas des menstruations. C'est ça, on n'a pas vraiment eu de contraception. Dans le fond c'est comme si on se cachait un peu de dire il y a pas de contraception, c'est ça. On donne des hormones mais il reste encore fertile, mais c'est pas vrai. Fait qu'on a comme conçu un produit, un médicament pour que comme on rentre dans un cadre de la femme est comme ça, mais quand dans le fond on aurait juste pu comme dire on la prend juste tout le temps en continu comme vous dites sans qu'on ait des périodes de retrait puis ça l'affectera même mais pas. Quand les femmes avaient 15 enfants, ils étaient toujours enceintes, c'est comme s'ils étaient toujours sur contraceptifs sous hormones. C'est ça. Dans le fond on reproduisait un peu ça. Un peu ça, mais là avec la pilule c'est ça nous permet de toujours garder nos hormones dans le fond dans une stabilité pour éviter qu'on ait justement ces chutes là puis est-ce que une femme pourrait avoir recours à la pilule, autre que pour des moyens de contraception? Est-ce qu'il y a des avantages autres que la contraception d'avoir la pilule? C'est sûr que l'indication, c'est la contraception, mais on y voit des avantages. Par exemple, les femmes qui ont des saignements très abondants. On parlait tantôt que ça durait 2 à 7 jours, normalement, les saignements menstruels, quand on ne prend rien. Mais quelqu'un qui a 7, 8, 9, 10 jours de saignements abondants, ça peut être vraiment très difficile. Ça peut causer de l'anémie. Ça peut être... C'est pas très... Pour la qualité de vie, là, c'est vraiment très, très mauvais. Là. On a vraiment une mauvaise qualité de vie. Donc, de prendre des contraceptifs, soit en cyclique ou soit en continu, bien là, on diminue les saignements. Puis, bien, on améliore la qualité de vie. On améliore aussi l'anémie, si quelqu'un avait de l'anémie. Ça peut aussi aider, comme pour d'autres femmes qui ont, par exemple, ça peut aider avec la densité minérale osseuse, pour on perd moins de densité osseuse. Ça peut aider pour les patientes qui ont des douleurs comme liées à l'endométriose, ça peut les aider. Donc, et on parle souvent de prendre la pilule en continu, des fois chez les athlètes ou de haut niveau, parce que comme ça, ils n'ont pas leur menstruation, leur cycle qui vient interférer avec leur performance. Puis au niveau des cancers, est-ce que c'est... quel cancer, est-ce que ça peut, comme, pas prévenir, mais comme, comment dire... Diminuer le risque. Oui, diminuer un risque, comme j'ai déjà entendu ça. On parle d'hormones, souvent on va parler de risque de cancer, ça peut faire peur, mais c'est sûr que maintenant on a quand même un recul depuis les années 1960. On sait que les femmes qui prennent des contraceptifs ont moins de cancer ovarien, moins de cancer de l'endomètre. Le risque du cancer du sein est toujours resté un peu controversé, mais on sait que si un risque existe, il est très faible. Puis le risque va diminuer avec le temps. Donc ça, on peut pas l'écarter à 100%, mais si on n'a pas de facteur de risque, ça ne devrait pas augmenter le risque en tant que tel. Fait que même si on prend des hormones, ça ne devrait pas nous alarmer que, mon Dieu, on va avoir plus de risque d'avoir un cancer. C'est un mythe. Là. C'est pas quelque chose qui est... Ça peut même nous protéger, puis ça peut protéger après l'arrêt, pendant 10-15 ans après l'arrêt. OK, fait que pendant, même de prendre un contraceptif hormonal va nous protéger, même si on décide de l'arrêter plus tard, on va peut-être diminuer notre risque d'avoir un cancer... c'est intéressant à savoir quand même, parce qu'on a souvent la conception que c'est juste pour la contraception, puis peut-être que des femmes ils se disent mais pourquoi je prendrais une pilule contraceptive si j'ai pas de partenaire sexuel ou j'ai pas une vie sexuelle active ou quoi que ce soit.
Mais il y a des avantages. Il peut avoir des avantages. C'est ça, autre C'est sûr qu'il y a des effets indésirables aussi, là, des contraceptifs. C'est sûr qu'on parle souvent de... tu sais, il peut y avoir des maux de tête, des nausées. Il peut y avoir... certaines femmes vont se trouver qu'elles sont plus dépressives ou leur humeur va changer un peu. Et ce qu'on voit peut-être qui est rapporté dans la littérature, c'est que ça peut augmenter le risque de caillot. Donc, le risque d'un AVC ou d'un infarctus. Mais ça, c'est vraiment quand les risques restent très faibles, mais c'est surtout quand on est plus vieille ou on a plus de facteurs de risque. Obésité, être fumeuse, ça peut être un facteur de risque. Donc, le risque reste très faible, surtout que quand on a commencé la pilule en 1960, on utilisait des concentrations d'hormones qui étaient vraiment très, très, très importantes. Maintenant, on est rendu avec des mini-pilules, là, vraiment des micro-dosées. Et on ne peut pas comparer les effets indésirables qu'on voyait dans les années 60-70 aux effets indésirables d'aujourd'hui. On garde la même efficacité avec beaucoup moins d'effets indésirables. C'est quand même... Puis est-ce que ces effets-là, vous parliez de nausées, de maux de tête, tu ne te sentais pas trop bien, est-ce que ça persiste avec le temps? Faut-tu pas lâcher prise puis essayer de continuer? Souvent, on dit aux femmes, essayez au moins 3 mois. 3 mois, on va avoir moins de nausées, moins de... Les saignements, des fois, on peut avoir des petits saignements qui sont un peu fatigants. Mais après 3 mois, normalement, tout devrait se stabiliser. Si après 3 mois, on n'est vraiment pas bien, je pense que ça vaut la peine. Il y a quand même une panoplie de produits, ça vaut la peine de changer de produit. C'est sûr que dans la contraception, il y a comme deux grandes catégories. Celles qui contiennent des estrogènes et des progestatifs, qu'on appelle combinés. Puis après, il y a ceux qui contiennent juste des progestatifs, qu'on a maintenant de plus en plus de produits. Donc, si on est intolérant à une catégorie, on a toujours maintenant un petit peu... on peut y aller vers un progestatif. Puis c'est quoi la différence pour peut-être vulgariser? Qu'est-ce que c'est l'œstrogène, la progestatif? Pourquoi un est aussi bon que l'autre? Pourquoi si l'autre n'a pas d'œstrogène, pourquoi ça marche quand même? C'est quoi la différence entre ces deux choses? C'est une bonne question. Nos hormones femelles, je pense, chez les femmes, c'est les estrogènes et la progestérone. C'est les hormones principales qu'on a. Quand on donne des contraceptifs, on simule les hormones qu'on a dans notre corps pour dire à notre système, fais pas d'ovulation, puis reste à neutre. Puis le produit principal qui va arrêter l'ovulation, c'est le progestatif. Donc, dans les deux. Puis, l'estrogène va aider quand même, va lui donner un petit coup de pouce pour que ça soit plus efficace. Quand on a juste un progestatif, souvent, un des effets indésirables qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des saignements intermittents. Ça, c'est pas très agréable. Comme femme, tu le sais, avoir des saignements qu'on ne peut pas prévoir. Le spotting. Qu'on dit c'est souvent, ça. Donc, on rajoute souvent l'estrogène pour contrôler et y avoir un effet d'avoir un contrôle, donc pas avoir de saignements. Donc, ça, c'est les gros produits qu'on peut utiliser. Donc, faut y aller, je pense, encore là, pour les contraceptifs, c'est encore un essai-erreur. Souvent, on va y aller avec le produit que la femme avec laquelle est déjà convaincue que ça va peut-être marcher puis qu'elle va aimer. Si elle a vu que ses amis, c'est ce qu'ils utilisent puis ça fonctionne bien, on a déjà un pas d'avance. On peut commencer avec ça. Puis après, on regarde les contre-indications. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'elle souffre de diabète? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle est obèse? Puis après, on regarde, est-ce qu'il y a des contre-indications à avoir des estrogènes, des migraines, par exemple, des migraines ophtalmiques ou des migraines neurologiques? Mais juste les maux de tête avec les contraceptifs, ça peut arriver aussi, là, autant pendant la prise qu'à l'arrêt. Puis après, on regarde ça. Puis après, on regarde aussi le coût. Est-ce que la femme est à l'aise avec utiliser un comprimé tous les jours? Est-ce qu'elle est observante? Parce que des fois, prendre un comprimé tous les jours, c'est pas évident. C'est pas évident. Même pour nous, comme professionnels de la santé. C'est ça, se mettre une petite alarme, ton téléphone qui sonne. Est-ce que, parce qu'on a aussi dans les autres produits qu'on a, on peut avoir un anneau vaginal qui fonctionne bien. Certaines femmes vont être confortables avec ça, d'autres pas. Ensuite, on a un timbre aussi qui pourrait être utilisé. Ça, encore là, c'est encore une question de choix. Puis ensuite, on a, dans les progestatifs seuls, on a des stérilets qui peuvent être là insérés pendant 5 ans. Ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, c'est recommandé même chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, incluant les adolescentes. Il y a les injections, comme le Depo-Provera, qui peut être utilisé à tous les 3 mois. Ça peut être intéressant. Et ensuite, on a aussi maintenant un implant. Depuis, ça fait pas 1 an à peu près qu'on a ça sur le marché. Un petit implant qui se met en haut là, du bras. Là, comme sous la peau? Oui, sous la peau, là, c'est transdermique. Puis il reste là 3 ans.
Donc OK. ça peut être intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'y penser. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de... Je pense qu'il n'y a pas un choix qui est bon pour tout le monde. Mhm. Il faut vraiment évaluer chaque femme puis voir qu'est-ce qui leur convient le plus. Puis vous parliez de spotting, en fait, tantôt. Est-ce que c'est comme un gage d'inefficacité ou ça veut absolument rien dire? Ah, c'est une bonne question. Non, c'est pas un gage d'inefficacité, c'est une question de stabilité de l'endomètre OK. ou de la couche de l'utérus. Là. Dans le fond, quand c'est... Je dis souvent aux étudiants, c'est comme les briques et le ciment. Il faut que tu aies assez de briques, assez de ciment pour que ça te tienne bien. Donc, Ouais, ça, ouais. c'est progestatif estrogène. Puis quand c'est... Trop de briques, ben le mur va tomber. Trop de ciment, ça va tomber aussi. C'est vraiment un équilibre. Ça fonctionne pas pareil pour tout le monde. Puis même dans une même vie, parce que moi, j'ai passé à travers beaucoup d'étapes de ma vie. Des fois, on a un contraceptif qui fonctionne bien pendant 2, 3, 4, 5 ans. Puis après, tout d'un coup, Ça marche plus. ça marche plus. On a des spottings. Ouais. Notre vie, on change. Puis là, on réessaye quelque chose d'autre. OK. Ça peut arriver aussi. Fait que c'est de l'essai-erreur, mais tu sais, moi, j'aime vraiment votre image de briques et de ciment. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de comme se mettre en tête de qu'est-ce que c'est les hormones, puis comment que ça peut justement débalancer. Tu sais, Mhm. quand on a trop de ciment, ça coule. Quand on a trop de briques, ça s'effondre aussi. Fait que c'est le fun de comparer le cycle menstruel puis les contraceptions avec ce genre d'image-là pour qu'on comprenne que, tu sais, quand on prend une pilule contraceptive, ben on joue avec notre structure, comment dire. Oui, on joue un peu. On essaie avec- de stabiliser, de trouver l'agent qui va fonctionner pour nous. Puis des fois, ben, on n'a pas beaucoup de briques, puis on n'a pas beaucoup de ciment du tout quand on prend des contraceptifs. Puis ça, c'est là que les femmes, ils vont avoir ce qu'on appelle l'aménorrhée. Ça veut dire pas de saignement, même quand on arrête. Puis ça peut stressant un peu de dire, oh non, je suis enceinte, blablabla. Ouais, Mais ça peut arriver dans à peu près 10% des femmes il va pas avoir de développement là, de la couche de l'endomètre, puis elles vont pas avoir des saignements à l'arrêt. Il faut les rassurer, ça peut arriver. Mais c'est sûr que si on pense qu'il y a des petits signes de grossesse, là, des nausées, de la fatigue, etc., ça vaut la peine quand même de faire un petit test de grossesse juste pour être sûr. Juste pour être sûr, mais l'absence de saignement entre nos paquets de pilules n'est pas signe d'être enceinte nécessairement parce que, Pas comme on a dit, nécessairement, c'est juste un saignement de retrait. Là. Ça n'a pas rapport avec notre ovulation ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut se rassurer que c'est pas parce qu'on n'a pas de saignement que c'est grave puis que ça veut dire qu'il faut qu'on consulte nécessairement. Non, ou, pas nécessairement, c'est ça. Ouais. On peut faire un test de grossesse si on a un doute ou si on a oublié des comprimés ou si on n'a pas été très assidu. C'est sûr qu'une femme qui est assidue, qui prend ses comprimés à tous les jours, à la même heure, qu'elle n'en oublie pas, c'est efficace à 99% la pilule. Puis les autres agents aussi, c'est aussi efficace. 99% quand même, là, c'est une bonne protection. Oui, c'est très efficace. Mais c'est sûr qu'on en oublie quand même. On sait que dans les études, il y a des femmes, il y a quand même beaucoup de femmes là, qui peuvent oublier jusqu'à 3 comprimés par mois ou 2 comprimés par mois. Puis là, on risque... On diminue notre protection. Fait que dès qu'on oublie des comprimés, on diminue le 99% à 91, à 91. 97, plus on en oublie, plus on diminue encore notre protection. Fait que, puis c'est un phénomène que est-ce que dans votre pratique, vous l'observez souvent, que c'est quelque chose de difficile d'adhérer, justement? Les comprimés, en général, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir des façons de se rappeler de prendre des comprimés. Soit, si ça marche avec vous, tous les soirs avant de vous coucher, mais faites ça. Si c'est mieux le matin, faites le matin. Si c'est mieux le midi, parce que vous êtes toujours levé le midi, si vous n'êtes pas une matinale. Donc, si c'est en vous brossant les dents, donc d'avoir des routines. Oui, une routine. C'est l'intégrer dans sa routine. Oui, c'est ça. Puis après, si ça ne fonctionne pas, on a d'autres choses. Hein. On peut aller vers l'anneau, l'implant, le timbre. Tu sais, maintenant, on a plus de choix. Il y a beaucoup d'options, c'est vrai. Si on ne veut pas de grossesse dans les prochaines 5 années, un stérilet, ça peut être inséré soit par un médecin ou une infirmière praticienne dans les cliniques. Puis une fois que c'est inséré, ça, c'est confortable. L'insertion peut être un petit peu douloureuse, mais après, c'est confortable. C'est ça, j'ai entendu des histoires quand même que ça l'a fait mal, puis ça a été douloureux mettre le stérilet, mais est-ce qu'en général, c'est quand même quelque chose de bien toléré? Oui, c'est assez bien toléré. Là. On peut prendre un petit naproxen ou un petit anti-inflammatoire avant, puis savoir que ça peut faire un petit peu mal, comme un examen gynécologique un peu. Là. Puis après, beaucoup de femmes n'auront même pas de saignement du tout après, qu'une fois avoir le stérilet. Il y en a qui vont continuer à avoir des cycles menstruels moins abondants ou du spotting, mais il y a quand même des femmes qui n'auront pas du tout de saignement. Puis comment fonctionne le stérilet? Est-ce que vous pourriez peut-être le vulgariser puis comme pour qu'on comprenne mieux c'est quoi? Parce que dans le fond, c'est quelque chose comme vous avez dit qui s'est inséré par le médecin ou une infirmière praticienne.
puis ça va où, qu'est-ce que c'est quoi son action, pourquoi que ça fonctionne, pourquoi qu'on a encore des saignements. Quand on parle de stérilet, il y a 2 grandes catégories de stérilet. Il y a le stérilet en cuivre. Ça, c'est vraiment une action locale, là, vraiment là, qu'on prévient l'implantation. Puis il y a aussi le cuivre qui a un effet toxique pour les spermatozoïdes. Donc, ça, c'est avec ces stérilets-là, on va avoir une bonne efficacité, mais on peut avoir des saignements. C'est sûr que ça ne va pas arrêter l'ovulation, donc il va y avoir des cycles menstruels. Puis à cause qu'il y a quelque chose c'est inséré au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est gros comme une petite poire à peu près. C'est pas très grand, là. Donc, on insère ça au niveau de l'utérus. Puis, après, ça reste en place 5 à 10 ans, là, selon les produits. Puis, on peut avoir des saignements quand même, des fois des caillots, tout ça. Des saignements peuvent être... puis des douleurs menstruelles, ça peut être présent. Sinon, il y a l'autre catégorie, c'est celle c'est un stérilet de plastique qui est imprégné d'hormones. C'est de la progestérone. Puis ça, en plus d'avoir un effet local, bien, il y a des hormones, la progestérone, qui va faire en sorte que la petite couche, là, notre couche qui est là pour recevoir l'œuf fécondé, n'est pas propice, elle est très, très mince. Donc, même s'il y avait un œuf qui était fécondé, un ovule fécondé, mais il y aurait pas il pourrait pas vraiment vivre dans ce milieu-là. Mm-hmm. Puis, comme il y a des hormones, ça peut aussi, dans certains cas, arrêter l'ovulation chez certaines femmes. C'est pas chez toutes les femmes, mais ça peut l'arrêter. Donc, c'est ça les grandes catégories. Puis, ceux avec des hormones, on les insère pour 5 ans. Mais si c'est enlevé avant, bien, la fertilité revient rapidement. Là, dans les prochains cycles, la fertilité va revenir. Donc, dès qu'on l'enlève, on peut éventuellement, dans les mois suivants, peut-être concevoir si c'est notre désir. Toujours important d'avoir un cycle menstruel pour savoir la date, la première date pour le médecin quand il va calculer votre grossesse. Effectivement. Mais puis ça, c'est-tu autant efficace que la pilule contraceptive? C'est même plus efficace. C'est sûr que première chose, c'est que si c'est inséré, on n'a plus besoin de penser à le prendre. Donc, on enlève tout le problème là, d'observance au traitement, d'oubli de comprimés. Donc, c'est plus efficace. On parle de vraiment là, de 0,2 %, donc 99,8 d'efficacité. Là. Quand même. Donc, 0,2 de grossesse. Il peut avoir des grossesses, c'est rare, mais il peut en avoir sous stérilet. Là. C'est ça. Il y a toujours des exceptions. Oui, mais c'est très efficace parce qu'on n'a plus besoin de penser à le... C'est ça la différence avec la pilule contraceptive, c'est que tu n'as pas besoin de penser à ça. Fait que dans le fond, ton taux d'efficacité est nécessairement plus élevé puisque c'est sûr que tu peux pas l'enlever. Là. C'est comme... Il y a moins d'interactions médicamenteuses aussi, là, parce qu'il peut y avoir des interactions avec la contraception orale ou même les timbres, tout ça. Donc, ça, c'est l'autre avantage aussi. C'est ça. C'est plus sécuritaire dans ce sens-là. Là. Puis, par rapport aux autres méthodes qu'on a sur le marché, là, on a celui-là qui est pendant 5 ou 10 ans, qu'on peut mettre le stérilet pendant quand même longtemps, pas pouvoir y penser. Ça, mais il existe aussi le timbre. Et le timbre, ça, c'est à quelle fréquence qu'on peut le mettre? Le timbre, c'est... on peut faire cyclique, là, comme la pilule. 21 jours, on arrête 7 jours. Ou on peut le prendre en continu. C'est un timbre pour une semaine. Donc, on met un timbre, disons qu'on le met le dimanche. On le change le dimanche suivant. Puis, on en fait 3 comme ça. Si on veut avoir une période de retrait ou une période... Parce que des fois, ça rassure les femmes quand même d'avoir des saignements. Ça les rassure, ça les confirme qu'elles ne sont pas enceintes. On arrête une semaine, puis on recommence le dimanche suivant, on recommence une autre série de 3 timbres. Donc, 21 jours, 7 jours, ou on peut mettre un timbre à tous les dimanches, par exemple, ou tous les mardis. Mais l'important, c'est de jamais dépasser ce 7 jours-là d'arrêt. Là. On peut le raccourcir, mais jamais plus que 8 jours. J'ai oublié. C'était hier que je devais commencer, mais c'est aujourd'hui. Là, ça devient comme ça, c'est important d'aller voir votre pharmacien pour s'assurer qu'on n'a pas de risque de grossesse, surtout si vous n'en voulez pas de grossesse. Oui, c'est ça. Fait que comme vous l'avez si bien dit dans le cours, le premier puis le dernier comprimé, c'est les plus importants. Et dans le cas du timbre, le premier timbre puis le dernier timbre sont vraiment importants. C'est pas le milieu du cycle où est-ce on avait l'ovulation dans un cycle normal. C'est vraiment les premiers jours, les derniers jours. Puis, vous avez probablement déjà remarqué que dans les nouvelles pilules ou les contraceptifs oraux qui arrivent maintenant sur le marché, c'est plus du 21-7 jours. Hein. Les nouveaux, c'est souvent du 24-4. C'est pour pas la nommer, le Lolo, là, qui est comme juste 4 jours de... Puis le nouveau Nextalis, là, qui vient d'arriver. Il y en a eu un autre Nextalis qui est arrivé. Maintenant, les nouveaux, c'est 24 jours avec 4 jours d'arrêt parce qu'on veut pas
prendre une chance puis d'avoir... On sait que les oublis en premier puis à la fin là, qui font que le 7 jours est plus long, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut avoir de l'inefficacité. Donc là, on commence à... Tous les nouveaux produits sont souvent le 24-4 ou 24-2-2 ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Mais le fait qu'on fasse pas le 7 jours complet, c'est pas grave, là. Non, C'est pas, on peut le raccourcir. C'est ça. On peut pas le rallonger, mais on peut le raccourcir. Oui, on peut le raccourcir. OK. Souvent, les femmes, des fois, qui le prennent en continu, ils vont prendre 3-4 mois, puis là, ils commencent à avoir des saignements, probablement une instabilité hormonale quelque part qui fait que les briques puis le ciment, ils sont plus solides. Alors, on leur dit, arrêtez 3-4 jours, laissez tout tomber, toute la couche lendemain tomber, puis reprenez après 3-4 jours. Donc, puis après, vous réessayez de faire 3-4 mois. OK. Donc, des fois, on fait ça. Mais souvent, on pourrait arrêter jusqu'à 7 jours, là, mais 3-4 jours, normalement, c'est suffisant. C'est suffisant. Fait que c'est pour ça que les nouvelles pilules sur le marché, ils offrent justement ce 3-4 jours-là pour... Puisque c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 7 nécessairement. Puis, on pourrait aussi les combiner. Ces pilules-là de 4 jours, par exemple, on pourrait tout de suite passer à l'autre paquet. Là. On n'est pas obligé de le faire, ces 4 jours-là. Non, on pourrait aussi on pourrait faire la même chose aussi. Puis dans ce 7 jours-là, il faut quand même dire qu'on prend quand même les médicaments, on prend quand même des comprimés souvent, mais c'est des pilules de sucre dans le fond. C'est pas, y a rien là-dedans. Quand c'est des paquets de 28 comprimés, souvent vous avez 3 séries de comprimés, 3 semaines de blanc, puis après les verts, par exemple, peuvent être d'une autre couleur. Mais souvent, le placebo est d'une couleur différente, mais il ne faut pas accumuler ces journées-là pour les prendre un nouveau mois, parce que là, vous n'auriez pas de contraception. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Je prends le 21 jours, j'accumule. Au 4e mois, j'ai un mois gratuit. Ça marche pas comme ça. Il n'y a juste rien à l'intérieur. Fait que dans le fond, ça va juste comme... Vous allez vous retrouver avec des petites surprises. Oui, c'est ça. On veut pas ce genre de choses-là. Parce que c'est vrai que, on pourrait peut-être penser que s'il y a des comprimés, ça doit bien servir à quelque chose. Mais oui, si votre ami vous dit, moi, j'en prends juste 21 puis j'arrête, j'en prends pas pendant 7 jours, mais pourquoi... Oui, on pourrait penser. Mais c'est pour ça que c'est important d'expliquer quand même aux femmes. Là. Des fois, on pense que les femmes sont toutes jeunes puis vont toutes bien comprendre, mais c'est pas si évident que ça. Non, c'est quand même un sujet quand même complexe, je veux pas. Puis tu sais, je parle personnellement, par expérience, que tu sais, j'avais commencé à pilule quand j'étais plus jeune, puis tu sais, des fois, j'étais comme, si je l'oublie, je fais quoi? Puis tu sais, comme un peu stressée, puis tu sais, même si théoriquement, j'étais jeune et je fais des recherches, je peux appeler mon pharmacien pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça vient avec un peu une incompréhension de comme, OK, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on me l'a jamais vraiment comme expliqué comme clairement qu'est-ce que tout ce cycle menstruel et toutes les pilules contraceptives qui existent? Fait que t'arrives un peu devant comme un moment où tu te dis, qu'est-ce que je fais? Si tu veux vraiment pas être enceinte, c'est très, très stressant. Là. C'est ça, exactement. Là, puis comme, dans mon entourage aussi, c'est mes amis, puis tout ça, des fois, je fais ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que, tu sais, comme, ça vient avec un stress, tu veux pas être enceinte, puis tu sais pas trop comment ça fonctionne, fait que t'as comme pas la compréhension d'appliquer ces connaissances-là. Fait que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne. Les bonnes nouvelles depuis, c'est que le pharmacien est beaucoup plus impliqué. Je pense que moi, quand j'ai commencé à travailler comme pharmacienne d'officine, parce que j'ai fait de la pharmacie d'officine aussi, souvent, on était comme juste des distributeurs un peu là, de la pilule le dimanche. Là, tout le monde venait le dimanche, puis ils venaient chercher leur pilule parce que tout le monde commençait ça le dimanche, le dimanche soir. Puis on n'avait pas tant un rôle important. Mais là, maintenant, depuis 2001, moi, j'avais participé à la formation sur la COU pour tous les pharmaciens du Québec. La contraception orale d'urgence qu'on appelle la COU, on a commencé à la prescrire. Puis maintenant, c'est depuis l'année passée. Je pense que depuis janvier l'année passée, maintenant, le pharmacien peut prescrire aussi la contraception hormonale. Donc, pour 6 mois, qui pourrait être renouvelable un autre 6 mois s'il n'y a pas s'ils ne réussissent pas à trouver un médecin ou une IPS qui pourrait leur prescrire. Donc, on est beaucoup plus impliqués. Puis je pense que moi, je trouve ça vraiment bien parce que je pense que le pharmacien est vraiment bien placé pour connaître les produits puis pouvoir choisir le bon produit parce que notre objectif, c'est si une patiente veut prendre un produit, il faut qu'elle soit à l'aise puis il faut qu'elle le comprenne puis il faut qu'elle continue à le prendre. Parce que si elle commence un produit puis elle l'arrête, on n'a pas trouvé la solution encore. C'est sûr, mais c'est le fun, c'est ça de voir que il y a le pharmacien offre ce service-là puis on a, tu sais, des fois peut-être, vu que la patiente va venir comme à chaque mois renouveler sa pilule contraceptive. C'est une belle place pour justement parler du cycle menstruel, de parler comment ça fonctionne. On a l'air justement, puisque c'est nous qui le prescrit d'emblée,
on est peut-être plus accessible pour toute petite question. Faut-il que je fasse ça? Surtout la gestion des effets indésirables. Ouais. Les effets indésirables, c'est la cause principale d'abandon. Là. Ah, ouais. Je pense que je pense dans les études, les femmes continuent après un an, il y en a 68-70% qui continuent, il y en a 30% quand même qui abandonnent. Beaucoup, la raison là. principale, c'est les effets indésirables. Okay. Puis la raison principale des effets indésirables, c'est les saignements, le spotting, saignements imprévisibles qu'on peut régler par toutes sortes de façons. Mais sinon, ça peut être aussi une maux de tête ou les nausées ou les patientes se sentent pas bien, mais peut-être aller voir son pharmacien, puis maintenant, avec la nouvelle loi, mais il peut vous changer, il peut trouver des solutions. Je pense que d'abandonner, c'est si vous voulez une contraception, c'est ce que vous voulez continuer à prendre, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer d'autres options. Là. Exact, parce que c'est pas parce qu'une n'a pas fonctionné, comme on a parlé tantôt, c'est un peu comme de l'essai-erreur selon chaque femme. Beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'une n'a pas fonctionné que nécessairement toutes les autres pilules ne fonctionneront pas. Puis on est toutes différentes. On a toutes des taux d'hormones différents, on a toutes des métabolismes différents, tout ça. Donc, ce qui fonctionne pour moi va peut-être pas fonctionner pour toi, mais des fois, oui. Oui, exact. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'en parler, de savoir les différences, de savoir que si toi, une pilule à chaque jour, ça ne te convient pas, il y a d'autres options. Il y en a une fois par semaine. Il y a beaucoup de choses qui existent pour, comme je pense, qui va comme concorder avec le quotidien de beaucoup de femmes. Fait que c'est de ne pas se décourager. Puis il y a d'autres solutions, puis il y a d'autres choses comme ça. Puis par rapport aux effets indésirables, je sais que comme les nausées, c'est souvent quelque chose qui est rapporté dans les premiers mois. Puis ça peut vraiment être incommodant, ça aussi. Est-ce que ça aussi, ça serait comme une raison d'abandon qui est quand même fréquente chez la femme? On le voit quand même, on peut le voir souvent. Puis, c'est des hormones. On donne des hormones quand certaines femmes sont plus sensibles quand elles sont enceintes, elles ont beaucoup de nausées. Donc, c'est les hormones. C'est souvent l'estrogène qui donne ça. Donc, il y a plein de solutions qu'on peut faire. La première chose, facile, c'est on peut prendre le comprimé au coucher. Donc, quand on dort, on a moins de nausées. On sent moins la nausée. On peut le prendre en mangeant aussi. Ça peut diminuer. Mais après, il y a d'autres choses. On peut diminuer le taux d'estrogène. On peut changer de pilule. On peut changer pour un timbre. On peut changer pour l'anneau. Quelque chose sans estrogène. Donc, il y a quand même beaucoup de solutions. Mais je dirais que ça vaut la peine encore là d'essayer 3 mois, d'essayer de voir toutes les choses comme prendre en mangeant, le prendre au coucher. Ça pourrait être assez pour que ça diminue. Mais ça devient très incommodant, mais là, on pourrait changer de produit. OK. Puis vous parliez tantôt que les femmes étaient plus tentées à commencer une contraception peut-être le dimanche soir ou le dimanche à la journée. Y a-t-il vraiment un moment qu'il faut le commencer ou on peut le commencer un peu n'importe quand dans le cycle? Avant, on parlait beaucoup du premier dimanche. Hein? C'était comme la chose, puis là, c'est encore un peu historique. On commençait le dimanche parce qu'après, on allait arrêter le samedi soir, puis on allait être menstrué 2 à 3 jours après, donc le mardi matin, probablement. Et ça durait idéalement 3-4 jours. Et on n'était pas menstrué la fin de semaine. Donc, on avait une vie vraiment idéale. Donc, on pouvait avoir de belles relations sexuelles la fin de semaine sans être menstrué. Je pense que c'était un peu ça. Mais comme vous le savez, vous l'avez probablement expérimenté. Moi aussi, ça marche pas toujours comme ça. Des fois, tu l'arrêtes le samedi, mais là, tu es menstrué le jeudi. Puis finalement, à la fin de semaine, donc, ça marche pas tout le temps. Donc, maintenant, on parle beaucoup moins de commencer le dimanche. On le dit, même qu'on devrait le commencer le jour, peu importe le jour du cycle, mais c'est sûr que ça prend un petit bout de temps là, avant que ça soit efficace, les contraceptifs. Donc, on va dire à la femme, quand elle débute, de prendre une contraception additionnelle mécanique, comme le condom, pendant les 7 premiers jours. Dès qu'elle a pris 7 jours de façon rigoureuse, à tous les jours, elle peut considérer que ça va être efficace. Donc, ça peut débuter n'importe quand. Vous êtes en plein milieu du cycle, vous pouvez commencer la contraception. Puis des fois, ça a été prouvé que ça aide à la poursuite. Donc, si on le commence au bureau du médecin ou à la pharmacie, dès que c'est prescrit, après, on a plus tendance à continuer. Si on part avec le paquet puis on dit commencer le dimanche suivant, ça va peut-être être oublié, ça va peut-être pas être débuté correctement, etc. Oui, où la personne a le temps d'y réfléchir, puis elle peut peut-être repenser aux effets indésirables qui ont été mentionnés. Là, elle s'est mis à aller sur l'Internet. Là, il voit plein de choses. Il y a plein de choses qui sont pas qui rassurantes nécessairement quand tu ne te connais pas dans le domaine, mais c'est ça. Commencer n'importe quand, c'est l'option adéquate. Il faut juste se protéger pendant 7 jours pour être sûr que... Puis là, vous parlez d'un 7 jours. Pourquoi ce chiffre précis? Est-ce qu'il y a une raison? C'est pour vraiment arrêter l'ovulation. Là. On sait que ça prend 7 jours pour dire au corps, fais pas de follicule, fais pas d'ovule. Ça prend 7 jours.
OK. C'est peut-être 4, c'est peut-être 8, mais on sait Ouais. que 7, c'est un bon chiffre. Donc, c'est ce qu'on rappelle. C'est peut-être un petit peu moins, mais comme on veut être juste être du côté sécuritaire, on va dire 7 jours. Puis c'est ça. Fait que le 7 jours, dans le fond, ça arrête complètement l'ovulation, on peut dire Ouais. ça comme ça. Puis les autres semaines dans notre paquet, à quoi ils servent, dans le fond, si Ils l'ovulation... vont maintenir les ovaires au repos. Ils OK. vont maintenir les hormones, puis vont empêcher à votre corps de dire fais des follicules, il faudrait ovuler. Ouais. Ça lui dit on garde les hormones au même niveau. OK, fait que justement, quand on les colle tous ensemble, les paquets, puis qu'on fait pas de 7 jours d'arrêt, ben on est toujours dans la phase... on maintient ça. Maintien au repos. Ouais. On maintient au repos. Fait que c'est Ouais, comme c'est ça. l'avantage de le prendre en continu parce qu'on ne retournera jamais à la phase où on arrête d'ovuler. Ouais, On va c'est ça. toujours être dans la phase, on maintient tout ça comme Exactement. stable, puis il n'y a C'est pas ça. de variation. Là. C'est ça. Ouais, c'est intéressant de comprendre là, comment que ça fonctionne, ces pilules-là, pour justement comme mieux être moins stressé Mais aussi. je pense que si là. on comprend mieux, on les prend mieux. Ouais, Puis si effectivement. c'est pour l'efficacité, c'est toujours mieux. C'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas souvent. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai eu votre cours là, de justement de ça, là, de comme on parlait de contraception hormonale et tout ça. C'est des choses que je savais comme plus ou moins, mais pas si concrètement que ça. C'est comme qu'est-ce que ça fait exactement la pilule contraceptive. Je pense qu'on me l'avait honnêtement jamais expliqué. Mais je pense tu sais. que non. Souvent aussi, je pense que les pharmaciens se sentent un peu... peut-être pas à l'aise. Maintenant, beaucoup plus maintenant. Moi, je dirais quand moi, j'ai commencé comme pharmacienne, on se sentait moins à l'aise. Puis souvent, on voyait, bon, c'est des jeunes femmes en santé, ils doivent bien comprendre. C'est évident là, que c'est pas une personne âgée qui a de la démence ou qui comprend pas. C'est ça. Elle va comprendre, mais c'est pas si évident de tout comprendre, ça. On assume qu'on comprend, assume, mais ben oui. Pourquoi qu'on assume quand c'est c'est quand même compliqué, tu sais, comme c'est Ben quand oui, même c'est vaste, complexe. quand même. Il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de choses qui ça s'applique à tout le monde, mais pas à toi. Puis tu sais, tu peux pas le savoir nécessairement si t'as pas eu cet enseignement-là comme d'emblée. Fait que ça peut sembler un grand monde vaste. Oui, puis si on te l'a pas expliqué, là, tu sais, je vous avais raconté quelques histoires. Il y a des histoires de pharmaciens qui me racontent toutes sortes de choses. Des femmes qui vont mettre le comprimé avant une relation sexuelle, juste intravaginale, parce ou une femme qui va en donner un à son conjoint puis un à elle, puis elle revenait souvent à la pharmacie, puis là, la pharmacienne me disait, je trouvais ça un peu louche, elle revenait à tous les 15 jours, C'est ça. mais si on lui a pas expliqué, c'est une contraception pour un couple, donc... Ouais. Fait que la personne a assez sûrement dit, ben si, comme faut que lui aussi. Ben oui, c'est ça. Pour ça, faudrait que les deux on en prennent, mais c'est des choses l'accumulation des comprimés de placebo, tu sais, c'est des histoires que j'ai entendues de pharmaciens, puis c'est pas... tu sais, ça arrive pas tout le temps, là, mais... Mais en général, même quelqu'un qui le prend chaque jour puis qui comprend que c'est important, ben peut-être qu'il va arriver des moments où il va avoir besoin de répondre à une question parce que, par exemple, il a oublié un comprimé. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Fait que, il a vomi, il a eu de la diarrhée, il a pris un médicament qui pourrait interagir, il y a plein de choses. mais justement, une femme qui oublie son comprimé, par exemple, on prend une pilule contraceptive bien régulière, comme ça serait quoi les grandes lignes à se rappeler? Qu'est-ce qu'on fait quand on oublie un comprimé? Donc, quand on le prend de façon cyclique, là, donc 21 jours plus 7 jours, on sait que les 7 premiers jours sont vraiment importants pour arrêter l'ovulation. Puis les 14 après, c'est pour la maintenir au repos, comme on a dit. Donc, ce qui est important, c'est si on oublie des comprimés dans la première semaine, c'est juste un comprimé, c'est assez pour aller voir son pharmacien puis demander, si on a une relation sexuelle non protégée, de prendre la contraception d'urgence. OK. Si c'est dans les 14 jours de la fin du 21 jours, c'est un peu moins sensible, disons. Puis, ça, on peut oublier jusqu'à 2 comprimés. Puis là, après, si c'est plus que ça, il faut penser à la contraception d'urgence. Mais si on s'en rappelle pas, dès qu'on a oublié un comprimé, on devrait en parler, on appelle son pharmacien, on lui explique un peu comment on le prend, tout ça. Puis des fois, ils vont oublier 2 comprimés, mais ils l'ont pris, ça fait 6 mois qu'ils le prennent de façon continue. Là, ils peuvent arrêter oublier 2 comprimés sans problème parce qu'on a dépassé, on a plus que 21 jours, puis on peut arrêter 7 jours. Donc, donc ça vaut toujours la peine, si on n'est pas sûr, d'appeler son pharmacien. Puis est-ce que c'est un peu le même principe avec le thym ou l'anneau? C'est juste que, tu sais, mettons, l'anneau peut tomber ou le thym peut se décoller.
C'est le même principe. OK. La première semaine, les 2 semaines. L'anneau, on sait qu'il peut être en dehors du vagin pendant 3 heures sans perdre son efficacité. Parce que quand même, un peu comme les hydratants, j'imagine, ça reste dans la paroi vaginale. Mais si on en a dans la première semaine, puis ça tient plus que 3 heures, ben là, c'est plus dangereux, moins dangereux dans les 2 dernières semaines. Puis c'est encore là, le timbre aussi peut être pris de façon continue. On peut changer le timbre sans faire d'arrêt. Ça peut être fait aussi. Puis là, vous parlez de comme quand on oublie, il faut qu'on aille prendre la contraception hormonale d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que, comme on pourrait en parler? Peut-être aussi enlever tous les tabous qu'il peut avoir et le stress relié. Tu sais, j'ai mes amis qu'ils sentent pas comme s'ils avaient échoué parce qu'ils avaient pris la contraception hormonale d'urgence puis qu'ils ont oublié. Tu sais, on pourrait-tu comme justement parler de ça? Puis qu'est-ce que c'est exactement? Puis c'est pas grave d'en prendre, tu sais, Non, c'est pas grave. Puis on l'a mis depuis 2001, maintenant que les pharmaciens peuvent le prescrire, parce qu'on voulait justement ouvrir l'accès. Parce que ce qui est très important avec la contraception orale d'urgence, c'est qu'on prend des comprimés pour soit arrêter, retarder l'ovulation, en tout cas empêcher qu'il y ait une fécondation. Puis, le plus important dans tout ça, c'est que dès qu'il y a une relation sexuelle non protégée, il faut y aller, faut la prendre le plus rapidement possible. OK. Si on peut la prendre en dedans de 24 heures, c'est mieux. Mais on a jusqu'à 5 jours. Mais il faut pas attendre 5 jours. Il faut vraiment le prendre le plus rapidement possible. Donc, si vous avez eu un bris de condom un samedi soir, vous prenez pas d'autres contraceptions, vous devriez aller à la pharmacie le lundi, pas attendre la semaine pour demander au pharmacien de la contraception orale d'urgence. On a ouvert ça parce qu'on sait que c'est important. Donc, maintenant, les infirmières, les médecins, les pharmaciens peuvent prescrire la contraception orale d'urgence. Et il y a deux sortes de contraception orale d'urgence sur le marché. Pendant longtemps, c'était des haute dose de contraceptifs oraux combinés qu'on utilisait, qu'on appelait la méthode USP. Après, en 98, je pense, on a eu le plan B qui est arrivé, qui c'est des hautes doses de progestatifs. Qui est le plan B, il y a toutes sortes d'autres, Next Choice, je sais pas, il y a toutes sortes de marques. Et maintenant, depuis quelques années, on a aussi le LA, qui est un autre, qui est pas, c'est pas un progestatif, c'est pas de les estrogènes, c'est comme un anti-progestatif là, qui est donné aux femmes. Donc, maintenant, ce qui est le plus prescrit, là, c'est le plan B ou le lévonorgestrel ou le LA ou le Lipristal qu'on appelle. Ce sont les deux. Puis ça, encore, les deux, c'est le même principe. Il faut l'utiliser le plus rapidement possible après une relation sexuelle non protégée. Ça arrive. Un bris de condom, oubli de comprimé, etc. Un diaphragme qui se déplace. Donc, si on veut pas de grossesse, on prend la contraception. C'est généralement une dose. Puis, normalement, les menstruations après le saignement qui vont arriver à peu près au moment que c'était prévu. Ça va pas arriver, c'est pas une pilule abortive, là. Ça va pas déclencher un avortement. Ça va juste jouer sur les hormones pour que ça retarde l'ovulation puis qu'il n'y ait pas de fécondation. OK. Donc, on prend ça. Ça peut dérégler nos règles. C'est sûr que c'est des hormones. Là, ça se peut qu'on ait pendant le premier cycle. Mais on peut aussi, dès qu'on a pris les contraceptifs, la COU qu'on appelle, la contraception orale d'urgence, on peut commencer dès le lendemain une contraception hormonale si on n'en avait pas. Là, tout d'un coup, ça nous fait 2-3 fois qu'on prend la contraception orale d'urgence. Puis là, c'est moins efficace de la prendre juste au besoin comme ça. Donc, on parle à notre pharmacien puis il nous prescrit une contraception hormonale régulière. On peut la débuter dès le lendemain avec le plan B, puis 5 jours après, mais ça, le pharmacien pourra vous l'expliquer. Mais donc, c'est ça. Il n'y a pas de dose maximale ou de fois maximale dans un mois, mais c'est sûr que de le prendre juste comme ça au besoin, c'est moins efficace. On parle de jusqu'à 19% d'échecs. Tantôt, on parlait de, si c'est bien pris, moins que 1% d'échecs avec la contraception. Donc, on va pas vous juger si vous revenez 2-3 fois, mais on va peut-être vous dire, mais peut-être que vous êtes une bonne candidate pour avoir une contraception hormonale. Ça va être le moment d'en parler, puis de justement prendre. Il y a quelque chose qui fonctionne pas si vous venez souvent. C'est pas. Il y a peut-être un besoin de prendre une contraception de façon régulière, puis ou de revoir un peu comment. C'est pas dans l'optique de juger, mais plus dans l'optique de parler de ça pour dire ça serait peut-être intéressant, peut-être que si vous êtes intéressé, ça pourrait convenir à votre mode de vie, puis exactement. De trouver la meilleure solution.
Ouais. Puis il n'y a pas d'âge non plus OK. pour reprendre la contraception orale d'urgence. C'est sûr qu'au Québec, en bas de 14 ans, on a besoin de la permission ou du parent ou du tuteur légal. OK. Mais à partir de 14 ans jusqu'à 55, 54, il n'y a pas d'âge maximal non plus. C'est ça. On peut prendre la contraception orale d'urgence. OK. Puis les deux comprimés, là, vous avez parlé du LA, puis il y avait une autre molécule qui était la progestérone. Oui, le lévonorgestrel, oui. Exact. C'est-tu deux comprimés qui sont autant efficaces, les deux? L'efficacité est très semblable. Des fois, dépendamment du poids de la patiente ou quand est-ce que la relation sexuelle non protégée a eu lieu, le pharmacien pourra choisir un plus que l'autre. OK. Mais en général, les deux, c'est des méthodes très efficaces. OK. Super. Puis justement, vous dites plutôt mieux c'est parce que plus qu'on entend, plus que l'efficacité est diminuée. On a jusqu'à OK. 5 jours après la relation sexuelle non protégée. OK. Mais plus ça avance, moins c'est efficace. Donc, OK. si on a un message qu'on doit passer, c'est aller prendre la contraception orale d'urgence le plus rapidement possible. Puis c'est quoi le taux d'efficacité, par exemple, en moins de 24 heures, si une femme se présente en pharmacie? C'est très efficace. Là. Je me souviens plus des chiffres exactement, mais c'était dans les 90 puis OK. ça diminue un peu. C'est sûr que même si on prend pas de contraception, on va pas tomber enceinte à tous les cycles. C'est pas quelque chose, pas tout le temps, là, mais ça va réduire le nombre de grossesses de façon significative. Mhm. Mais c'est ça. Puis c'est pas une pilule qui est abortive. C'est ça, Non. faut qu'on Non. on le dise. là. C'est pas si la fécondation a déjà eu lieu, Ça marchera pas. ça fonctionnera Non, pas. c'est ça. Fait que ça Donc, va juste comme prévenir cette fécondation-là sans nécessairement comme jouer sur l'abortion. En fait, être abortive. ou peu Si importe, la femme est déjà enceinte, de prendre la couche, ça va rien faire. OK. Ça va juste donner plus d'hormones C'est ça. à un corps qui a déjà plein OK, d'hormones. c'est ça. Fait que- Ah, mais non. c'est quand même quelque chose que peut-être que les femmes ne sont pas au courant, là, que c'est pas, ça prévient la fécondation, mais si la fécondation est déjà faite, il est comme trop tard. Il est trop tard. Puis là, il y a d'autres moyens qui peuvent être utilisés, C'est mais ça. c'est pas la solution, c'est pas la contraception orale d'urgence. Puis est-ce qu'il y a un danger pour le bébé ou le fœtus quand on prend, mettons, je sais pas que je suis enceinte, je vais chercher la contraception orale d'urgence, puis finalement, je fais un test de grossesse, c'est positif, mais j'ai déjà pris le comprimé. Ouais, Est-ce qu'il y non. a un risque? Jusqu'à maintenant, les données qu'on a, le fait de prendre des hormones, même on a des grossesses sous contraceptifs qui arrivent là, des fois, il n'y a pas d'augmentation du risque de malformation. OK. Donc, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'en prendre. Là, ça sera pas efficace, mais Ouais. non, ça augmente pas le risque de malformation. OK. Fait que c'est ça, c'est rassurant quand on a eu un prix de condom, qu'il y a eu quelque chose comme ça, d'y aller le plus rapidement possible. Mais il faut pas que c'est pas un miracle non plus. C'est sûr que C'est si ça. il est trop tard, il est trop tard, puis on C'est pensera à ça. d'autres choses après. S'il y a une si- suspicion de grossesse, je pense qu'on n'a pas besoin de prendre la couche, il faut juste faire un test de grossesse avant, là, mais on n'a pas besoin de faire un test de grossesse avant chaque contraception. Puis si ce 5 jours-là est passé, est-ce qu'il y a des alternatives? Qu'est-ce qu'on La seule alternative qui reste, qui est la façon la plus efficace, c'est le stérilet de cuivre. OK. Ça, on peut se rendre soit chez un médecin ou je pense que les infirmières praticiennes peuvent aussi les insérer. Mais il faut trouver une clinique qui le fait. OK. Donc, à partir de 5 jours, l'efficacité est vraiment beaucoup, beaucoup moins, presque nulle. Donc, ça ne vaut pas la peine de donner la contraception OK. orale d'urgence. S'il reste du 5 à 7, il reste le stérilet. OK, 5 à 7 jours suite à la relation sexuelle non protégée, on n'est pas comme mal pris, entre guillemets, comme dans le sens qu'on peut quand même se retourner vers un médecin puis qui va installer ce stérilet-là. Ouais, c'est pour, ça. Puis OK. comment ça fonctionne, le stérilet? Par exemple, on l'utilise juste pour une contraception orale d'urgence. Est-ce qu'on l'insère, on le laisse quelques jours, puis on peut le retirer ensuite? Normalement, ils vont le laisser pendant le cycle, puis après, OK. tu peux le laisser. Si ça va bien, puis il n'y a pas de contre-indication en tant que telle, ça peut rester une contraception jusqu'à 5 à 10 années. Là. Ah ouais, fait que Ouais, même ça une femme pourrait qui rester. décide que ça soit qu'elle prend cette méthode de contraception orale d'urgence, de stérilet d'urgence en fait, elle pourrait décider de le garder pour que ça soit une Oui, méthode de contraception pour le futur aussi là. C'est ça. Il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de données. Il commence à avoir des études avec les stérilets qu'on a dit qui contiennent des hormones, là, le lévonorgestrel. Mais pour l'instant, c'est pas celui-là qui est utilisé pour la contraception d'urgence. OK. Puis au niveau accessibilité, les coûts des comprimés, est-ce que c'est quelque chose qui est très cher ou c'est quand même très abordable pour les patients? C'est couvert par les assurances et par la RAMQ. Là, donc, c'est assez accessible. C'est sûr que si une jeune fille va chercher la coupe et elle veut pas que ses parents soient au courant, puis que c'est payé par les assurances, ben il faut qu'elle soit au courant que ses parents pourraient voir les réclamations d'assurance et pourraient voir qu'elle a été chercher la coupe.
Est-ce que Juste c'est une ça. bonne chose que le pharmacien pourrait prendre un réflexe de le demander à la jeune fille ou à la personne Oui, qui pourrait, vient oui, c'est ça, pour chercher, lui demander ouais. si tu veux que ça soit sur les assurances de tes parents, C'est est-ce que ça. tu es au courant qu'il pourrait voir les réclamations? OK. Puis, Mais sinon, habituellement, c'est comme couvert par les assurances, puis il n'y a pas Oui, de oui. problème. Fait que c'est pas nécessairement une barrière, C'est ça. disons, là, Non. d'aller chercher la pilule contraceptive d'urgence. Le coût n'est pas non, c'est un pas une enjeu barrière. nécessairement. Là. Jusqu'à il y a pas si longtemps, il y en avait un, le Ella, qui n'était pas couvert. Maintenant, les deux sont Oui. couverts. Donc, OK. il n'y a pas de... Fait qu'une femme qui se présente à la pharmacie, ça prend quand même une consultation avec un pharmacien, il faut le dire. Comme, c'est pas juste comme ça, puis Oui. on le donne ça à n'importe Oui. qui. Ça prend une consultation, Oui. tout comme si on est allé voir un médecin pour qu'il nous donne ce genre de médicaments-là, pour justement qu'on ait une explication, puis qu'on puisse se situer dans le temps pour justement évaluer. Oui, là, c'est puis- ça. Le besoin, le meilleur moyen. Mhm. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on utilise un ou l'autre? Donc, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a des interactions? Il faut voir tout ça. C'est ça, c'est pas dans le but. Tu sais, peut-être qu'il y a des femmes qui sont stressées d'aller chercher la pilule du lendemain qu'on appelle, là, mais c'est pas dans le but de juger personne. Pas C'est du vraiment tout. Puis un maintenant, comme je objectif disais, clinique. ça fait 20 ans là, que les pharmaciens le Ouais. font. Là. Je pense que les pharmaciens sont rendus vraiment là, des Mhm. experts en la matière. Là. Oui, effectivement. Mais c'est le fun qu'on ait cette opportunité d'offrir ça au public aussi, là, de cette accessibilité-là. Si la pharmacie est proche de chez nous, on a toujours une pharmacie sur le coin, puis c'est le fun d'avoir de savoir qu'on peut se fier sur son pharmacien pour Ben des oui. choses comme ça, puis que, tu sais, des fois, ça pourrait peut-être décourager quelqu'un de dire, il faut que je prenne un rendez-vous avec mon médecin, ça me tente pas d'attendre, je veux que ça soit réglé maintenant, je suis prête maintenant. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut y aller C'est rapidement. ça. C'est pour ça qu'on a augmenté l'accessibilité. Mhm. Moi, c'était la première fois qu'un pharmacien pouvait prescrire. C'était avec la COU. Ah Mais, ouais, maintenant, ça a été notre premier droit de prescription, Oui, ça a été la exactement. pilule contraceptive Ouais, ouais. d'urgence. Là, wow. Hey, c'est le fun, mais c'est le fun de voir que ça évolue aussi, puis que Oui. justement, on est là pour, nous futurement là, pour ces genres de personnes. Je me souviens, j'étais enceinte quand je faisais cette formation-là. C'est ça, mon fils va avoir 20 ans. Alors, voilà. ça confirme. Ça fait longtemps, mais quand Ouais, même, c'est le fun de voir que justement, c'est longtemps, mais en même temps, pas tant que ça. On avait formé tous les pharmaciens. pharmaciens du Québec. Là. On avait, je me souviens, il y a des salles de 1000 pharmaciens. Wow. Les pharmaciens avaient vraiment répondu à l'appel. Là. Puis c'est vous qui avez comme fait les formations. je faisais vous partie étiez des formations, présente. oui, Ah, c'est c'est ça. fun, ça. Ouais. Fait que vous avez comme implanté un peu cette... Un peu. cette c'est comme une fierté. c'est le fun tu sais, Ouais. d'avoir contribué à ce genre de projet qui est quand même c'est énorme partout au Québec maintenant, puis d'avoir aidé autant de femmes aussi là, Mais je pense que indirectement, oui, je là. pense que quand on regarde les statistiques, je pense qu'il y a moins d'avortements. Là. Je dis ça là, parce que j'ai lu des trucs, là, je pourrais pas te dire les chiffres, là, mais le fait, depuis que la COU est aussi accessible, il y a quand même moins d'avortements au niveau québécois, je crois. Ah ouais, ben Ouais. c'est le fun de voir ça aussi là, que c'est pas puis tu sais le stress associé à l'avortement est aussi ça diminue Ouais, le ça, stress c'est des une autre- femmes une autre- puis ouais, tout c'est ça ça. fait que même C'est au une autre niveau paire de manches. psychologique des femmes mais ça a clairement eu un impact sur la santé mentale de tout le monde là, fait que oui. c'est vraiment c'est rassurant de voir ça là. Mhm. Ouais. Et pour conclure cette belle discussion qu'on a eue aujourd'hui, on aimerait ça finir par peut-être si tu pouvais nous raconter une anecdote que tu as eue dans ta pratique par rapport soit les produits d'hygiène qu'on peut retrouver sans prescription à la pharmacie ou des exemples avec la contraception que tu nous as donné un peu plus tôt. J'ai Là. pas beaucoup d'exemples parce que moi, je travaille plus en milieu hospitalier. Ouais. C'est sûr que moi, les patientes que je vois sont déjà enceintes. C'est un peu tard, mais peut-être que je pourrais vous parler les patientes qui me touchent le plus, peut-être dans ma pratique, Ben oui, là, que ben je vois. oui. Moi, c'est une chose qui me touche, que j'aime beaucoup, c'est de traiter les femmes qui souffrent de nausées, vomissements en début de grossesse. Là, quand je parlais tantôt de nausées avec les contraceptifs. Puis, on a parti un protocole quand je suis arrivée à l'hôpital Sainte-Justine, je pense en 99, et on a implanté. Maintenant, les pharmaciens sont vraiment partie prenante là, de la prise en charge. C'est même nous qui ajustons tous les médicaments pour les nausées, vomissements de la grossesse. Puis, on en a eu plusieurs à l'automne où j'étais en clinique. Puis, je pense que ça me fait toujours plaisir de pouvoir accompagner ces femmes-là parce que pour moi, souffrir de nausées, vomissements, c'est... Pour moi, je suis pas capable de tolérer la nausée. Ouais. Puis si je peux aider ces femmes-là. Puis après, quand je les vois, qui accouchent, puis qui me remercient, ou qui me voient, à un moment donné, j'en ai croisé un au Ikea, puis qui me croise, puis me dire « Oh, merci de m'avoir aidé », puis son bébé était rendu sur son dos, là, qu'elle avait sur un porte-bébé. Ouais. Ben ça me fait toujours plaisir. Donc, moi, je vois les femmes une fois qu'elles sont enceintes, mais j'ai déjà travaillé en officine où j'avais de la contraception, mais mon impact, je le vois qu'il était beaucoup moins grand dans le temps parce que on était plus des distributeurs, puis il y avait peut-être, on se sentait peut-être moins à l'aise.
Puis c'est dans les cours, puis en côtoyant mes amis pharmaciens qui je vois qui font des choses extraordinaires, c'est là que je vois qu'on a vraiment un rôle important à jouer dans toute la santé de la femme, tout dans la contraception. Ouais. Je pense qu'on est vraiment bien placé pour ça. Effectivement, mais c'est vrai, c'est gratifiant aussi, c'est pour vous de dire, de gérer les faits indésirables d'une femme, de l'aider dans sa prise en charge. C'est vrai que c'est désagréable d'avoir des nausées, puis d'avoir un impact dans ta vie, puis qu'après ça, d'avoir le feedback un peu positif de « wow, merci, ça a changé ma vie quelque part, ma grossesse », ou on sait pas, mais c'est vraiment quelque chose, un rôle qui est comme gratifiant aussi. Là, on est là, puis je pense que notre rôle comme pharmacien évolue. Je le vois avec toutes mes années là, de pratique. Ouais. Je vois vraiment qu'on s'en va vers... En tout cas, c'est une belle pratique. C'est comme quand je suis rentrée à la pharmacie, c'était comme juste un pur hasard. Puis je vois tellement que la pratique avance. C'est sûr que c'est demandant, par exemple. Je le vois dans mes amis, avec avec la pandémie, avec tout ce qui... Toutes les nouvelles lois, c'est merveilleux, on peut faire plein de choses. Ouais. Mais je vois quand même que la demande pour le pharmacien est grande et qu'à un moment donné... ça rajoute un peu des tâches aussi au pharmacien. Ça rajoute des tâches, ça rajoute un stress, là. C'est ça. Ouais. C'est le fun, mais en même temps, je vois que ça vient avec c'est lourd comme responsabilité. Effectivement, mais c'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'on va tous s'adapter aussi à ça. Puis maintenant, on est comme de plus en plus formés aussi pour être de ce côté le plus clinique. Puis avoir nos cours sont avantage axé, j'imagine, que vous avez peut-être 20 ans sur ce genre de pratique-là. Fait qu'au moins, c'est le fun de... Je pense que j'ai parlé de médicaments la première fois dans mon cours en 3e année. Oh mon Dieu! Avant ça, c'était des molécules. ça a changé. Ça a changé quand même. Dès jour 1 presque, on parle de médicaments, puis on aborde tous les sujets nécessaires en pharmacie. Mais merci beaucoup d'avoir pris votre temps, d'être venu parler de la santé de la femme, de produits, de contraception, de tous ces sujets. J'espère vraiment que ça l'a comme éclairé peut-être quelques-unes qui nous écoutent ou quelques-uns qui nous écoutent à savoir qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est ce monde vaste de produits, mais que je pense qu'on a tenté ensemble un petit peu de démystifier le petit à petit. Là, fait que merci énormément. Ça a aidé. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici. Puis, en tout cas, bonne chance avec le reste de vos podcasts. Merci. Ça fait plaisir.